Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. Si je dis pas de bêtises, ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti un épisode. Ça fait combien de temps? Un peu 3 moins. mois. Putain, l'enregistrement c'était à 3 mois. Mais... Ouais, mais du coup, l'épisode. 2 mois et demi. Ouais, 2 quoi. mois et demi. Donc enchanté pour ceux qui. Mais d'ici que Sont ça nouveaux. sorte, ça fera 3 mois. Ouais, je pense. Ah ouais. Oh là là. J'espère qu'on vous a manqué un peu. En tout cas, vous nous avez manqué. Je sais pas. Un peu. Alors, je suis. moi, c'est Certainement. toujours des cas. Je suis avec l'équipe habituelle du Studio 7, c'est-à-dire Frigo, Salut. Pauline Salut. et Louis. Salut à tous. Et aujourd'hui, on arrive pour un nouveau thème. À skip. Ouais, la nouvelle vague japonaise. Ouais. Donc après l'Italie, on Mm. s'est bien fait chier. On va sur le Japon. Tout de suite. Ah, Il y a une petite bagarre Italie-Japon entre Deka et Pauline, il faut le savoir. c'est vrai. Ouais. Donc, avec le même passé fasciste finalement chez les deux. Enfin, pas C'est vraiment vrai. fasciste au Japon, je dirais plus. C'est pas vraiment du fascisme, c'est plus du royal. Ouais, non, si. Bon, si, c'est Ouais, des fascistes. si, hein. Ouais. C'est des fachos, Genre- mais ils avaient Ils un sont empereur, sympas, quoi. quoi. C'est pas pareil. C'est pas le même état. Enfin bon, on s'en fout. Non, c'est de la merde dans tous les cas. Tu kiffes pas l'Allemagne comme pays de cinéma? Je m'y connais pas trop, donc bon. D'ailleurs, c'est quoi toi, Il y ton a un pays début à tout. De quoi? Il y a un début à tout. Ouais, c'est quoi ton pays de référence, toi, d'ailleurs? Parce que- Le enfin, je sais pas Japon trop. un petit peu et l'Amérique, quoi. Mais ouais. Ouais. Il y a pas beaucoup. La France. La France, n'est-ce pas? Hmm. Et toi, Frigo? T'as un pays de référence dans le cinéma? Oh. Non. T'allais dire quoi? Je crois que t'as dit un pays de référence tout quoi. Je veux dire oui, la France. Non. J'habite en France. un pays de parle de référence. cinéma, hein. Mais frérot, non. Non, y a rien qui t'a. Non, enfin non. Ok. On sait jamais. Je dis, je En pense que 2 mois et demi, peut-être que. je pense que je serais le plus attiré par le cinéma asiatique de manière générale. Mais j'ai pas de ref. J'ai aucun truc où je suis confort dedans, quoi. La Alors. propagande de DK, quoi. Bah ouais. Domo, domo. Bon, Alors, propagande, moi, surtout Japon, hein, le reste. Moi, Oui. j'étais fan de cinéma japonais et asiatique avant de rencontrer Deka, quand même. Hein. Donc, propagande de Deka, vite fait. C'est pas une compétition. Écoutez, on va parler de nouvelle vague japonaise. Parce Mhm. qu'on avait déjà fait la nouvelle vague française. Ouais. Ouais. C'était la saison dernière. Ouais. Ouais. On avait parlé de quelques films. On avait parlé pas mal de. Du son qui Du était son. catastrophique à cette époque. C'est vrai. Et on avait présenté les films Loin du Alphaville, Vietnam, moi. Alphaville et Les Mistons. C'est Ouais. ça. Si je me souviens bien. Ouais, c'est exactement Donc si ça ça. vous intéresse, allez écouter parce qu'il y a quand même une passerelle évidente entre la nouvelle vague japonaise et bah du coup la nouvelle Nouvelle vague vague OG nouvelle vague, tu vois. La vraie. Ouais. Et donc bah Après, on a aussi parlé du néoréalisme dans Italien. le précédent épisode, ouais, qui est un peu aussi le premier mouvement européen avant la nouvelle vague, quoi. mais qui n'est pas une nouvelle vague. Ah si, enfin, en quelque sorte. On n'appelle pas ça nouvelle vague, Voilà. mais... Oui, mais ça se rapproche aussi, donc Ouais. c'est pas. Attends, je sais plus parce que j'ai oublié l'épisode, il date. Antonioni, c'est pas. Non, mais j'avais ouais, pris un toujours film pas, d'Antonioni. Ok. Parce que pour le coup, Antonioni, il a beaucoup influencé la nouvelle vague japonaise. Ouais, oui, je vois. Mais ses premiers films, c'était du néoréalisme, et après, il est parti sur autre chose. Ok. Du coup, je vais. Alors, en fait, c'est un peu compliqué, la nouvelle vague japonaise. Je vais essayer un peu d'expliquer avant parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs actés qui parlent de la nouvelle vague japonaise. Donc, c'est beaucoup d'infos à droite, à gauche, beaucoup sur des sites, sur des articles, des trucs. Donc, bon, c'est assez vaste, enfin, des podcasts qui en parlent un peu. Du coup, je vous mettrai toutes les sources dans la description. À mon avis, on en aura beaucoup. Et donc, en fait, c'est un peu compliqué. C'est un peu décousu, on va dire. Du coup, je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour vous présenter ce courant. Oh, le jeu de mots est fou. Je savais pas. Courant. Voilà, Ah ouais, ouais. courant, Ouais, c'est- grave. c'est- Non, là, j'ai pas fait c'est- exprès. c'est vraiment fou. Ouais, Ça- c'est une folie. il se passe là. quelque chose, On arrête vraiment, en fait il- là-dessus, je crois. On rappelle du thème à queue aussi. Ouais, Putain, ça, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, j'ai essayé un peu de prendre des notes un peu partout. Je m'excuse d'avance si c'est un peu décousu. Si ça part un peu dans tous les sens, je vais essayer quand même de garder un peu une trame. Mais On va essayer de trouver une machine à coudre. Tranquille. alors, Allez, déjà, il faut savoir avant la nouvelle vague japonaise où est-ce qu'on se situe dans le cinéma japonais. Je crois que c'est- Où est-ce qu'on se situe tout court? Non mais frérot, au Japon, Oh, on parle de je cinéma, crois. c'est pas Écoute, possible. je sais pas. le mec il est premier degré, c'est pas possible. Bah, je sais pas. Alors, Tu m'as dit que c'était inspiré d'Italie, du coup, je sais pas où C'est ça vrai se situe, moi, franchement. c'est Au vrai que Japon, c'est je non mais crois, plus de la France. Mais bon, ça, on y viendra. Et bah du coup, on est à la sortie du second âge d'or du cinéma japonais
Les années 50, c'est le second âge d'or du cinéma japonais, c'est-à-dire ce qui est le plus connu du cinéma japonais, donc Mizoguchi, Ozu, Ozu. Naruse, Kurosawa. Kurosawa un peu, enfin beaucoup, mais Mm. voilà. Et donc, on en avait déjà parlé parce qu'on a fait. Alors, je crois qu'on en a parlé dans l'épisode Duo Mythique où je parlais de Yojimbo, donc j'avais parlé un petit peu de ce cinéma. Et dans Muet, c'était Premier Âge d'Or, du coup. Ouais. Donc, mais bon, j'avais parlé un peu d'Ozu parce qu'on avait parlé aussi de Oui, Bonjour. oui. Beaucoup de bonjour, même. Quasiment que Mais donc ça. voilà, et donc c'est un cinéma qui est très traditionnel, très codé, avec un classicisme, voilà, enfin vraiment, c'est très. C'est du copier-coller, genre, pour chaque film. Non, mais disons que il y a des codes, ils sont respectés, ça marche droit, tu vois. Ok. Enfin, moi, c'est un peu mon avis sur le deuxième âge du cinéma japonais, je sais pas ce que vous en pensez, vous deux. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un classicisme, mais en fait, c'est parce qu'on dit ça par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de la nouvelle vague japonaise, je pense. Ouais, parce que. A posteriori, en fait, tout ce qui se passe pendant le second âge d'or du cinéma japonais, c'est du classicisme, mais parce a posteriori, on dit ça, quoi. Oui, Mais mais c'est Oui, il mais y a un pas peu d'expérimentation, c'est oui, très, mais c'est pas autant classique qu'un cinéma américain chant contre chant. Enfin, tu vois. non, mais il y a- après, il y a- ça veut il y a rien des dire si études. tu compares. Oui, je sais, mais du coup, il y a des études de mouvement, tu vois, chez Kurosawa, il y a quand même Oui, des mais on trucs. n'empêche pas l'autre. Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que c'est un Surtout truc. dans la manière de faire, dans les systèmes de production, etc. Je pense Bah, que c'est oui. très codifié. Oui, ça, oui, c'est sûr. Chacun a sa place. Mais même et, sur la forme. Et oui, non, mais oui, je suis Il y d'accord. a très peu d'expérimentation, c'est toujours très souvent des sujets qui tournent autour de la famille ou Mm. des valeurs un peu japonaises, Mm. même si, bon, on va dire que Mizoguchi fait beaucoup de films où il parle des femmes et de la prostitution, etc. Mais on est quand même toujours dans un carcan très. Voilà. Donc ça, faut savoir, ça faut le savoir, voilà, parce que ça va être important pour la suite. Le deuxième truc, un petit peu dans les prémices, c'est. Alors j'en avais déjà parlé, mais je le répète parce que du coup, tout vient de là, c'est que au Japon, alors surtout du coup à cette période-là, tout tient par les studios. Oui. C'est les studios qui font le cinéma, c'est les studios qui ont, si je dis pas de bêtises, leur salle où ils présentent leurs films. Et au sein des studios, c'est très très hiérarchisé, c'est-à-dire que on arrive, on est je sais pas combien tième réal, après on est assistant réal, et un jour on te donne la possibilité peut-être d'être réal. Et voilà. Et si t'as pas fait toute l'échelle sociale, on va dire, des studios, t'es pas réel. Donc en gros, c'est ça. Et donc, contrairement en France, où la nouvelle vague, elle vient plus des auteurs et de Truffaut, Godard, tout ça, au Japon, c'est initié par les studios, qui à ce moment-là se disent, bon, il y a un peu des échecs qui s'enchaînent sur nos films qu'on sort, quoi. C'est pas fou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer un petit peu le truc? Alors ils se disent, bon, en France, il y a un truc qui a l'air de pas trop mal marcher qui s'appelle la nouvelle vague. Ils font des films avec la moitié de notre budget parce que nous, nos Shambara, donc les films de samouraï, de sabre, ça coûte une blinde. Nos films historiques, ça coûte une blinde. Et donc eux, ils sont là, ils ont une caméra, ils font leurs films et c'est reconnu international. Enfin, ça marche de fou. Donc on va essayer de faire ça. On va voir si on touche la jeunesse. Et puis bon, on s'en fout si c'est pas à l'international comme la nouvelle vague, mais au moins si d'un point de vue local, on arrive à fonctionner à ce niveau-là, c'est pas plus mal. Et donc, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire... Ouais, Pauline, tu veux dire un truc? Moi, il y a un truc qui m'étonne dans cette chronologie, c'est que ils ont été quand même vachement rapides à la réaction parce que la nouvelle vague n'était pas commencée depuis très longtemps en France quand on a vu apparaître les films de la nouvelle vague japonaise. Donc c'est qu'ils devaient déjà être en train de se questionner un peu sur comment renouveler le cinéma. Parce qu'il y a des films qui datent de 1960, parmi ceux qu'on va proposer, vous verrez. Et la nouvelle vague française a été À bout de souffle, il sort quand? En 1960. Et c'est vraiment le film référence. Ils ont tous essayé de faire leur bout de souffle. C'est vraiment. Donc ça allait très vite. Après, donc on parle du second âge d'or du cinéma japonais, donc dans les années 50. Mais à ce moment-là, on a aussi, en parallèle, un cinéma qui essaye un petit peu d'apparaître, donc qui va s'appuyer sur un courant littéraire
qu'on va nommer, alors je sais pas si c'est Tribu du Soleil ou Saison du Soleil, selon les sources, il y a plein de trucs un peu différents. Donc qui est lancé qui se base en fait sur un écrivain qui s'appelle Shintaro Ishihara. Bon, qui m'intéresse pas plus que ça. En plus, le mec était gouverneur du Japon de je sais pas quelle année à quelle année. C'était vraiment un facho, raciste, xénophobe. Enfin, vraiment, il avait tout. Mais à ce moment-là, il a créé un truc qui était un peu à l'inverse de ses idées politiques, étonnamment. Et donc, il y a un cinéma aussi indépendant qui se crée à ce moment-là. Donc, avec des noms comme Mazumura Yasujo. J'avoue, je connais pas plus que ça, j'ai pas regardé, mais je vous disais non cas où, Takumi Furukawa. Et donc, c'est des gens qui ont travaillé souvent, soit avec, par exemple, pour Mazumura, il a travaillé avec Mazumura, pardon, avec Mizoguchi Ishikawa, pardon. Mais bon, il a rien retenu d'eux, en gros. Hein. Ok. Et lui a sorti un peu ses films donc de manière plus indépendante, avec beaucoup plus du coup d'expérimentation. Enfin, c'est très différent de ce que faisaient du coup, on va dire les grands de l'époque, quoi. Et donc, c'était des films un peu plus politiques, avec une forme un peu différente, mais ça marchait pas trop parce que le problème à ce moment-là, surtout, c'était pas la production, mais plus la distribution. Parce qu'en fait, comme je disais, les salles au Japon, en fait, tous les films qui sortaient à cette époque en salle, c'était les films des gros studios. Et donc, tu avais très peu de place en fait pour les films indépendants qui n'arrivaient pas à trouver en salle. Et donc, presque à ce moment-là, qu'ils se disaient, en fait, on va faire nos films, on va essayer de les sortir à l'étranger. Plus qu'au Japon parce qu'il n'y a pas la place. Et donc voilà, on a quand même ça aussi qui a contribué un petit peu. Enfin voilà, on va dire que c'est un peu des balbutiements de la nouvelle vague, avant la nouvelle vague. Et donc comme je disais, initiative des studios, principalement la Shoshiku, c'est celle qui revient le plus souvent. Et si je dis pas de bêtises, on disait qu'il y avait 2 nouvelles vagues au Japon. Celle avec, du coup, celle dont on parle aujourd'hui, et celle plus tard avec... Kiyoshiko Ozawa ou ce genre de réal-là. Et en fait, la différence au niveau de la domination, si j'ai bien compris, alors je n'ai pas vu ça sur beaucoup de sources, mais quand même, donc, à prendre quand même avec des pincettes, c'est que la première, elle partirait vraiment de la Shoshiku, donc ça serait la nouvelle vague de la Shoshiku, et la deuxième, c'est un autre studio. Donc en fait, elle est là, la différence surtout, et puis aussi d'époque, parce que ça arrive plus tard, la deuxième. C'est plus tardif, ouais. J'ai quand même une question, parce que du coup, c'est un truc qui a commencé, on va dire, dans les années 50. Du coup, c'est un truc qui fait écho à la guerre ou rien à voir dans sa construction? Ouais, je vais parler de tout le contexte social et politique de l'époque parce que c'est je me dis central. C'est vraiment central. Et donc à ce moment-là, comme je vous disais, c'était très pyramidal dans les studios. Et en fait, ils vont changer ça. Ils vont se dire, bon, on va donner l'opportunité à des réalisateurs, des gens qui n'ont quasiment pas réalisé ou pas réalisé, qui sont, on va dire, des scénaristes, des assistants réals. On va aller les voir et on va leur dire, bon, est-ce que tu veux faire un truc un peu plus style nouvelle vague? Est-ce qu'on va donner un peu plus les rênes? Enfin, oui et non, parce que ça reste toujours très encadré. Ouais. Mais voilà, on va tenter. Et à ce moment-là, la figure vraiment principale de la nouvelle vague japonaise, c'est Nagisa Oshima. C'est vraiment, c'est lui. Voilà. Tu regardes n'importe quoi sur la nouvelle vague japonaise, c'est Oshima. Bon, je te crois. Il y en a surtout 3. Donc Yoshida, Shinoda et Oshima. Mais Oshima, c'est genre vraiment au-dessus. Mais on en reparlera un peu après d'Oshima, parce qu'avant, du coup, je vais parler un peu du contexte politique, vu que tu en parlais. C'est juste, je trouve que c'est assez intéressant de voir, socialement parlant, par rapport à la culture japonaise, comment même la manière de casser les codes se fait de manière codifiée un peu. Ah bah ouais. C'est pas une initiative de personnes qui sont arrivées qui t'ont renversé. Ouais, c'est ça. Tu veux pas essayer de faire un film qui coûte la moitié et qui marchera peut-être, et qui du coup répondrait à des codes qui ont été observés ailleurs par des gens qui ont voulu casser les codes. Enfin, c'est assez intéressant. Alors, donc le contexte politique est vraiment central. Donc je vais essayer de faire un peu le tour rapide. Donc il faut savoir que 1960, du coup, qui est considéré comme l'année de départ du coup de la nouvelle vague japonaise, c'est aussi l'année du renouvellement du pacte de sécurité américano-japonais. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? Donc après la guerre, et donc en 1951, il y a eu un pacte de sécurité américano-japonais qui a été signé et qui dit qu'en fait les troupes américaines, enfin états-uniennes, peuvent rester sur le territoire japonais. J'ai pris en note le premier article, je vous le lis vite fait, comme ça donne peut-être une idée un peu du truc. Le Japon accorde aux États-Unis d'Amérique qu'il accepte le droit, lors de l'entrée en vigueur du traité de paix
et de ce traité de stationner des forces terrestres, aériennes et navales au Japon et à proximité. Ces forces peuvent être utilisées pour contribuer en matière de la paix et de la sécurité internationale en Extrême-Orient et à la sécurité du Japon contre les attaques armées de l'extérieur, y compris pour fournir une assistance à la demande expresse du gouvernement japonais en vue de réprimer des émeutes et troubles internes de grande envergure au Japon, éclatant à l'instigation ou à la suite d'une intervention d'une puissance ou d'une puissance extérieure. Bon, il y a 2 fois une puissance, enfin bon, voilà. Donc en gros, c'est une occupation. Hein, c'est ça. en gros. C'est les États-Unis qui occupent le Japon en faisant croire que c'est pour le bien du Japon, pour les défendre. Et évidemment, ils parlent des manifestations parce que guerre froide, bloc soviétique, et donc voilà. Ok. Alors juste par contre, peut-être que t'as pas info, mais ces bases sont toujours au Japon ou Non, du coup, c'est un truc qui s'est non. arrêté. Je sais pas, je suis vraiment très peu renseigné pour le coup sur ce côté-là du Je globe. pense que les États-Unis doivent avoir des bases en Asie Oui. encore, mais non, ils sont plus. Enfin, il y a plus de troupes terrestres au Japon. Hein, c'est fini. Alors, par contre, du coup, ça veut dire que c'est du coup en dehors du contexte politique, même si je pense que tu vas le développer encore. Genre le cinéma, il s'est créé, la nouvelle vague, elle s'est créée autour de ça. J'y arrive. Ok. En gros, donc ça c'est politiquement ce qui se passe en 1960, renouvellement de ce traité. Et il faut savoir qu'en parallèle, au Japon, à ce moment-là, il y a une énorme politisation de la jeunesse japonaise, surtout. Comme un peu en France, en fait. Comme un peu partout. Un peu partout dans le monde des années 60, c'est la libération un petit peu. Et en fait, le marxiste. Et à cette période-là, on craignait presque une révolution au Japon. Une révolution communiste, c'est-à-dire que donc voilà. Et donc on avait donc la jeunesse, les syndicats, les partis communistes, enfin tout ça qui était contre le renouvellement de ce traité, évidemment. Et donc on a eu énormément de manifestations qui ont été quasiment, enfin pour la plupart lourdement réprimées. Et il y a eu des morts lors des manifestations, etc. Des grèves, voire des actes terroristes. Donc voilà. Donc en gros, on a des jeunes réalisateurs qui ont baigné dans cette culture marxiste et donc qui arrivent en étant ultra politisés. Ce qui était quand même beaucoup moins le cas de Ozu et tout le reste, qui, je crois, n'ont jamais été communistes. Tu vois. Oui, ils faisaient leurs films pipou sur la famille et compagnie. Ouais, c'est ça. Ils faisaient des films pour le régime quand il fallait faire des films sur le régime, même si, bon, je crois que j'en parle un petit peu dans un épisode, je sais plus lequel. Ils ont essayé un peu de contourner ça, mais pour certains. Ça doit être celui... je sais plus sur quel film. Je crois que c'est quand tu parles d'Ozu, justement. Ah ouais. Donc, du coup, muet. Dans le muet. Attends, là, du coup, je fais entre guillemets un aparté, mais ce qui fait que du coup, genre, tout le cinéma japonais depuis, on va dire, ses débuts à cette période, c'était que des trucs de commande. Il n'y avait jamais vraiment un gars qui s'est dit, je veux réaliser un film. Juste, il se présentait dans un studio, il disait bonjour, est-ce que je peux être assistant? Et après, on lui disait, en fait, faut réaliser ça. Non, après, je pense que quand t'étais honnêtement, je sais pas exactement, mais quand t'es un gros réal et que t'es installé, tu fais tes scénarios, tu fais tes trucs, on te donne le droit de le faire. Ok. Mais le Japon, c'est vraiment ultra compliqué. C'est-à-dire que Kurosawa, qui est quand même Akira Kurosawa, pour ceux qui savent pas, c'est peut-être le plus grande figure de réalisateur japonais, considéré comme peut-être le plus grand. Oui, je pense, Ouais. Et il a dû s'exiler du Japon. Enfin, s'exiler, c'est un grand mot, mais partir du Japon à un moment parce que les studios ne lui finançaient plus ses films et il pouvait plus faire ses films, quoi. Okay. Tu vois, c'est un peu comme Scorsese aujourd'hui qui galère à choper les financements pour ses films. Et du coup, Kurosawa est venu aux États-Unis. C'est là qu'il a été pote avec, je crois que c'est Coppola et je sais plus, peut-être même, c'était qui d'autre? Parce qu'ils étaient deux. Peut-être Lucas. Je crois que c'est Lucas qui ont aidé à faire ses films, ou alors c'est un peu une aparté, mais il a créé aussi son studio indépendant avec les grands de l'époque, donc Kobayashi et deux autres, mais là, j'ai plus de tête, donc je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est Ishikawa, Kobayashi, je sais plus. Il y a pas longtemps, à l'Institut Lumière, il y avait une série de photos, une exposition photo, je crois que c'était de Wim Wenders. Et à un moment, il me semble que c'était un voyage où il allait voir Coppola et tu voyais Kurosawa au milieu qui était très, chemise, lunettes de soleil tout, alors que tout le monde était en slip en train d'aller se baigner. Incroyable. Elle était super belle, cette série photo. Ouais. Et
bon, pour finir juste vite fait sur Kurosawa, du coup, lui, il a créé ce truc indépendant où en fait le but c'était que les 4, l'un après l'autre, produisent leur film. Et le premier qu'il a fait avec cette compagnie, c'est Dersu Uzala, qu'il a fait en Russie. Bon, voilà. Qui est ressorti récemment au cinéma. Donc voilà, donc ça c'est un peu la base. Et donc là, je vais vous parler de la figure principale de la nouvelle vague japonaise, Nagisa Oshima. Donc Oshima, il fait partie du coup de cette jeunesse marxiste communiste, et il a été depuis très jeune très vocal. Enfin, il a beaucoup parlé sur le Japon. Il a été très critique du Japon, qu'il considère comme je peux dire presque fasciste, hein, mais antidémocrate, très répressif, réactionnaire, xénophobe. Enfin bon, disons qu'il a pas fait semblant sur la critique du Japon. Et donc lui, il considère que le cinéma peut permettre de transmettre des idées. Et c'est un peu sa vision de base, c'est vraiment le cinéma, il est là pour transmettre des idées. Et il se base aussi beaucoup, lui il est très fan de Godard, de Truffaut. Et d'ailleurs, il y a un autre parallèle avec la nouvelle vague française, mais si je dis pas de bêtises, Oshima et les 2 autres, alors je suis pas sûr pour les 2 autres, mais en tout cas Oshima, il a fait de la critique aussi, avant. En critique très acerbe à chaque fois, mais de la critique. Et donc voilà, et la base, le début de la nouvelle vague, c'est 1960, quand il sort Conte cruel de la jeunesse, et donc il est considéré par beaucoup comme le premier film de la nouvelle vague japonaise, qui est, que lui dit un peu influencé du coup de À bout de souffle. Enfin, honnêtement, si tu dois faire 10 films incontournables de la nouvelle vague japonaise, presque il faut mettre À bout de souffle dedans, tu vois, tellement le truc. Mais c'est vrai, hein, c'est central. Et même quand j'ai fait, parce qu'entre nous on fait des listes pour CD, j'ai failli mettre À bout de souffle dans la liste de top 10 des films qu'il faut voir pour la nouvelle vague japonaise. Donc voilà. Sauf que officiellement, la nouvelle vague japonaise, elle n'a pas duré très longtemps, parce que Oshima, on se doute bien, vu son tempérament, que avec les studios, ça l'a pas fait. Ouais. Donc au bout alors j'ai plus la date, alors je sais plus, mais je crois que quasiment en fait la même année, il quitte le studio, parce qu'en fait donc il sort Nuit et brouillard au Japon, encore une référence à Nuit et brouillard, donc à la Rennais, à la Rennais, donc voilà. Et en fait, le film, il est retiré de l'affiche très 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 vite par le studio, pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est un film très très politique. Je sais pas si l'un de vous l'a vu. Non, j'ai pas vu. Ouais, c'est un film très politique où il critique. En fait, c'est un film où tu suis des étudiants politisés qui, en fait, même sur la forme, sur le récit, ça part un peu dans tous les sens, donc c'est très compliqué. Mais en gros, c'est un film qui est ultra critique, même du Parti communiste, qui considère comme avoir trahi la jeunesse. Enfin bon, il y a beaucoup de trucs. Et en fait, à ce moment-là, le président du Parti socialiste, si je dis pas de bêtises, c'est le Parti socialiste. Qui se fait assassiner. Il se fait assassiner. C'est le leader du Parti socialiste. Voilà. Se fait assassiner. Donc en fait, on est en train de se dire, enfin en tout cas, là, Shoshiku se dit, bon, le film est un peu trop véhément, un peu trop politique. On peut pas le laisser, quoi. Bon, évidemment, Oshima, il dit comment ça, mon ref? Et donc il se casse en fait. Il a dit, lui, voilà, ça lui a pas plu du tout. Et il se casse pour créer, si je dis pas de bêtises, son propre studio indépendant. Et en fait, à ce moment-là, quasiment tout le monde va créer son studio indépendant. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est pour parler rapidement d'Oshima. On en reviendra sûrement après et dans le deuxième épisode. Et du coup, là, tu dis quasiment tout le monde va partir faire son studio indépendant. Ça veut dire que en fait, cette nouvelle vague qui part de la Shushiku, en fait, elle éclate un petit peu, mais elle continue un petit peu quand même chez ces différents artistes qui sont partis faire leur studio indépendant. C'est pour ça qu'officiellement, elle ne dure pas, parce que vu qu'elle partait des studios, le lien avec les studios est rompu, mais elle continue dans les thèmes, enfin bon voilà. C'est pour ça qu'il y en a, c'est assez compliqué, parce qu'il y en a qui vont te dire comme Dominildo, du coup qui avait écrit le livre sur les fantômes, Stéphane Dominildo, pardon, j'avais oublié son prénom, désolé. Il dit qu'en fait elle dure techniquement que 2 ans, mais sur d'autres sites ils te disent qu'en fait elle fait les années 60 et 70, enfin voilà, c'est un peu compliqué de la situer, ça dépend comment. De toute manière, c'est le même problème qu'on avait relevé quand on a parlé des différents courants, c'est que comme c'est des courants qui sont étudiés a posteriori, t'as pas des marqueurs temporels précis, c'est un peu à l'appréciation des gens qui vont les étudier, quoi. Après, étudier a posteriori, mais là, elle était nommée dès le début.
Enfin, je veux dire. Oui, mais je veux dire sur Ouais. la durée, les répercussions, etc. C'est un peu défini a posteriori, quoi. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais la nouvelle vague japonaise au Japon, elle s'appelle la Noubelu Bagu, qui est juste la japonisation de nouvelle vague. Ah ouais. Ouais. Ah oui, ils sont vraiment inspirés de la France. Ça s'appelle Noubelu Bagu. En fait, pour eux, c'est une nouvelle vague, quoi. Ah ouais. Donc, ouais. Et donc, je vais vous parler des deux autres plus connus, qui sont du coup Yoshishige Yoshida, donc, qui a fait par exemple Eros plus Massacre, qui est un des films aussi incontournables de la nouvelle vague japonaise, que j'avoue, j'ai pas pu voir. Il fait, je crois, 3h30, j'ai pas eu le temps. Mais qui est un film central aussi. Et lui, il a quitté la Shoshiku en 64 pour aussi créer sa propre boîte. Donc lui, il est plus proche de Oshima que le troisième, que ce soit sur la forme, sur les idées. Il est un petit peu assez révolutionnaire aussi. Donc voilà. Et on a le troisième, qui est Shinoda Masahiro, mais qui est assez différent des premiers. C'est-à-dire que lui, beaucoup moins politisé, il est beaucoup plus dans une recherche esthétique. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire que lui, il est fan de Mizoguchi Ozu, c'est ses maîtres. Voilà. Ouais. Mais il est quand même lié à la nouvelle vague parce que il y a quand même des trucs qui s'en rapprochent. Okay. Et donc lui, si j'ai pas de bêtises, encore une fois, il y a plein de sources, c'est un peu compliqué, mais il aurait quitté la Shoshiku en 65 suite à des tensions lors de la sortie de Fleur Pâle, parce que le scénariste aurait dit que Fleur Pâle est un film anarchiste, ce qui n'a pas plu à la Shoshiku, tensions, etc. Bon, il est parti. Mais et donc il a fondé sa propre compagnie, mais je crois qu'après il retourne à la Toho, donc en fait, contrairement aux autres, il arrive quand même beaucoup plus à s'accommoder des studios, il est plus malléable, enfin en tout cas voilà, il est un peu moins politisé. Donc voilà, ça c'est pour un peu les principales figures, après il y en a d'autres, mais ça part vraiment de ces trois-là. Les autres on peut parler de Teshigahara, Imamura, qui, alors... Parce que j'ai quand même l'impression que Imamura, c'est un nom que j'ai souvent entendu. Tu vois. Ouais. C'est pas étonnant. Enfin, c'est un réalisateur japonais qui est assez connu. Et puis il y a eu pas mal de récompenses. Oui, puis voilà, c'est ça. Il a déjà eu une Palme d'Or, même deux, je crois. Deux Palmes d'Or. Et puis il y a eu pas mal de ces films qui ont été restaurés, qui seront ressortis en France dans les dernières années là. Après, il est plus connu pour le mouvement de la nouvelle vague non, ou il est plus connu pour ce qu'il a fait après. Ok. Ouais, c'est ça. Première Palme d'Or, c'est déjà après sa période nouvelle vague. Je crois, okay. Après, il est quand même très connu au sein de la nouvelle vague. C'est une figure assez forte. Okay. Oui, du coup, il vient d'un autre studio. En fait, Imamura, il vient de la Nikatsu, qui est un gros studio. Enfin, les gros studios japonais, c'est Shoshiku, Nikatsu, Dai et Toho. Je dirais les 4 comme ça de tête, peut-être j'en oublie. C'est équivaudrait à quoi en studio genre américain la Warner. C'est les majors. C'est le même style de trucs. Ah ouais. C'est des grandes majors. Je demande quand même au cas où. Nikatsu, qui est d'ailleurs très connu pour avoir fait les romans porno dans les années 70, qui leur a permis de survivre en fait. Ok. Et bon, voilà. J'ai mon avis là-dessus. C'est une info à savoir quand même. Non, mais parce qu'en plus c'est lié à la nouvelle vague. Ah. Oui. Enfin, indirectement, mais quand même. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que les films de la nouvelle vague sont des trucs assez plus 18, on va dire Pas plus 18, mais très sexuels. Et ça, je vais en parler tout de suite, parce que je vais parler un peu des caractéristiques des films de la nouvelle vague japonaise. Ouais. Après, si t'avais d'autres infos à donner avant... je peux citer d'autres noms. Il y avait Suzuki, qui pour le coup est un réal... fabricant de voitures. J'arrête. Non, pas du tout. Seijun Suzuki, qui... moi, c'est un réal, en fait, que j'aime vraiment beaucoup. Étonnamment, parce que j'ai vu ces films, j'en ai vu 3 pour l'instant. Et à chaque fois, à la fin des films, je suis en mode, bon, j'aime pas. Et en fait, à la fin, je trouve qu'il y a un truc ultra intéressant chez lui, et un peu, je sais pas, dans sa forme, dans ce qu'il essaie de proposer. Et en fait, à la fin, j'ai regardé, c'est celui peut-être que j'ai le plus enchaîné de ses films, avec Oshima, pour préparer l'épisode, alors que de base, j'aimais pas. Mais juste, il y avait un truc un peu, je sais pas, trop intéressant. Et... Tu peux citer des titres pour faire situer Le Vagabond de Tokyo. J'ai plus les noms en français là comme ça. Attends, je vais regarder vite fait, j'ai les trucs sous les yeux. J'avais une question qui m'était venue en tête, je l'ai oublié, je suis dégoûté. La marque du tueur, ça sont plus connus. Ok, oui. Mais en fait, c'est des films plus. Lui, il est plus dans des délires un peu Bajadi Yakuza, mais très psychédéliques. Okay. On met des couleurs partout, c'est très flashy. Et en même temps, des fois, ça passe en noir et blanc. Il y a des surimpressions bizarres. Enfin,
très psychédélique, quoi, Très très spécial, mais c'est stylé. Et je pense que lui, par exemple, c'est un peu plus un gars qui a influencé des gars, je m'avance, mais peut-être plus comme Kitano après. Ouais. Et tout ce truc Même, un peu. Est-ce que tu penses que ça peut être une influence de Obayashi ou là c'est carrément autre chose? Je sais pas, je pense que c'est assez différent. Ouais. Et puis je saurais pas te dire les dates exactes des films de Obayashi, donc je vais pas m'avancer. Moi, j'ai quand même une question. Oh non, elle vient de parler. Putain! T'as oublié? Bah oui, j'ai oublié ma question, bien évidemment. Ouais, mais ça va revenir. Oui, ça va revenir, je te laisse parler. Mais du coup, ouais, lui, je trouve que c'est super intéressant, c'est très différent. Ok. Donc voilà. Lui, il est plus sur un peu plus la nature humaine, ce genre de choses, quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ouais. Parce que du coup, années 60-70, c'était full couleur ou c'était une transition noir et blanc? Il y a des deux. Il y a les deux. Il y a les deux? Ouais. Il y a des deux, mais on est quand même plus en couleur dans la nouvelle vague. Hein, Ça dépend des auteurs en vrai. Souvenir. Non, mais japonaise. Ouais. Ça dépend des Ça auteurs. dépend. Ouais, t'as raison, parce que Imamura, c'est beaucoup de noir et blanc au début. Ouais. Oshima, il a fait Du les coup, deux. c'est genre du noir et blanc choisi ou c'est du noir et Teshigahara, blanc? c'est du noir et blanc. Ouais, c'est vrai, en fait. Mais Ouais, du t'as coup, raison. c'est du noir et blanc choisi ou du noir et blanc de moyen, Je techniquement? saurais pas te dire. Ok. Ouais, mais c'est vrai que oui, Moi, j'aurais dit choisi. En tout cas, pour le seul réalisateur qui me vient en tête qui a fait couleur et noir et blanc, Oshima, je dirais que c'est choisi. Ok. Moi j'aurais dit que ça dépend. Ça dépend des auteurs. auteurs. Genre, il y en a, ça Ouais. doit être une question de moyens aussi, parce Oui, qu'on je on crois en avait aussi, parlé, je crois, dans l'épisode sur le Lumet, du fait que ouais, la couleur est arrivée très tard au Japon et je pense que malgré le renouvellement des codes, il y avait quand même une certaine habitude du noir et blanc de la part des studios, etc. Et que c'était pas forcément une question qui se posait au début, surtout si c'est inspiré de la nouvelle vague française dont les premiers films sont en noir et blanc parce que réduction de moyens, etc. Tu vois, et qui voulaient faire des films qui coûtaient moins cher. À mon avis, je pense que ça dépend vraiment des films, mais qu'il y a aussi une question de moyens, de méthode de production. Ok. Ouais, en vrai, j'ai dit couleur, mais en fait, non, c'est beaucoup de noir et blanc. En fait, je posais la question parce que je me souvenais justement que la couleur est arrivée quand même très tard au Japon. Ouais. Et du coup, là, je me demandais si justement, peut-être, ils se disaient, bah, on perd quelque chose. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer la couleur, tu vois? Bah après, pour le coup, Conte cruel de la jeunesse est en couleur. Non. Si. Ah oui, pardon. Si. Donc le premier film de la nouvelle vague japonaise. Mais les autres que j'ai vus sont en noir et blanc. J'ai dit non parce que je me suis fait avoir par Letterboxd. Ah oui. Qui met vraiment une une photo en noir et blanc. Ouais. Moi aussi, je m'étais fait avoir avant de regarder le film et que j'ai regardé sur Letterboxd. Et je vois le film en couleur. Non, puis dans ma tête, j'avais la couleur parce que on a parlé de Tokyo Drifter de Suzuki. Et pour le coup, comme je dis, un film avec des couleurs ultra fluo, pétant. Dans ma tête, je suis en mode couleur. Ouais. Mais non, des c'est pas voitures le cas. dans ce film? Vous allez la faire à chaque fois. Il l'a fait. Ah ok, je suis T'as dit quoi? J'ai pas entendu. S'il y avait des voitures dans le film. Moi, je l'ai pensé très fort. Mon Dieu. Donc voilà, moi c'est un réal que j'aime bien et que je pense que je verrai d'autres films. Mais ouais, il y en a plein. Enfin, Est-ce que du coup, c'est quand même un mouvement qui est assez prolifique? Ou c'est relativement normal au niveau des productions de films? Est-ce que tu as cette info je saurais pas. C'est quoi que t'appelles prolifique? Bah, où il y a beaucoup. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui vont en ressortir? Il y en a quand même. Bah, ça dépend ce que t'appelles beaucoup. Ouais, est-ce que c'est l'usine en gros ou est-ce que c'est Non, c'est ok? pas l'usine. C'est pas l'usine non plus, d'accord. Mais en beaucoup, je pense quand même à une bonne quinzaine de réalisateurs qui vont émerger et qui vont continuer, tu vois. Je crois pas qu'il y en ait 15 ans. Enfin, moi, il y en a peut-être 15, mais les noms qui ressortent aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Il y a Oshima, comme je t'ai dit, Shinoda, Yoshida, Suzuki, Matsumoto, mais pas fait grand chose, je crois. Qui a fait Funeral Parade of Rose. Ouais. Donc Oshima, j'ai déjà dit. Imamura, Teshigahara, Shindo. Alors pour le coup, Shindo, c'est super intéressant parce que lui, vraiment, il a toujours été indépendant, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc même avant la nouvelle vague, il était déjà dans ces trucs indépendants, a essayé de faire ses films indépendants et a pas trouvé des places dans les salles de cinéma. C'est celui qui a fait Onibaba. Ah oui. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je voyais Shindo dans la liste des réals de la nouvelle vague japonaise, ayant vu que Onibaba et connaissant Kuroneko, j'étais en mode, ça fait pas très vibe nouvelle vague japonaise, quoi. Sauf qu'en fait, il a fait des trucs très politiques et il a toujours eu aussi ce parcours indépendant qui le rapproche de la nouvelle vague japonaise. Et donc, c'est intéressant de ce côté-là.
C'est intéressant en fait de voir qu'il y a peut-être moins de noms qui en est ressorti que la nouvelle vague française ou que la nouvelle vague française en vrai. Il y a pas tu vite fait le tour. Hein. Ouais, mais c'est devenu extrêmement culte. Ou pareil, le nouvel Hollywood, tu vois, où il y a beaucoup de noms aussi qui sont sortis de réalisateurs, tu vois. Ah, je trouve que tu fais vite le tour quand même. Hein. Je sais pas, moi, tu les comptes sur les doigts de main, quoi. T'arrives à citer 10 personnes de la nouvelle vague française? Et après, est-ce qu'ils étaient 10 ? Enfin, pour moi, j'ai même pas souvenir. Pour moi, j'ai 5 réals, quoi. Enfin, j'ai max, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Tu peux en citer, mais dans les mecs qui se distinguent, au final, t'as vite fait le tour quand même. Hein. Ok, non, mais c'est l'impression que j'ai. Après, comme ça vient des studios, j'imagine qu'il y a des gars aussi dans les studios qui ont dû faire d'autres trucs, mais. Oui, voilà, c'est ça, des trucs plus marginaux, quoi. C'est une impression que j'ai, mais qui est peut-être complètement faussée. Hein. Et après, pour le coup, t'as toute la part, du coup, pour le coup, très sexuelle, mais du coup, qui m'intéresse moins, et je connais pas spécialement les noms, parce que j'ai l'impression que eux, c'est un peu plus pour se branler dans des films, quoi. C'est mon avis. Du coup, c'est là que naît le genre du Pingu machin, là. Bah ouais, c'est ça, les romans qui s'appellent Pingu Eiga, et c'est ça. Tu te fais une transition toute faite pour parler, les caractéristiques. Exactement. Ouais. Alors, déjà, la base, mais c'est un peu ça, pareil pour toutes les nouvelles vagues, j'ai l'impression, c'est un grand nombre d'expérimentations, que ce soit sur le récit, le montage, la narration, ça part un peu dans tous les sens, on tente plein de trucs. Et c'est ça qui change beaucoup, ce que je disais du cinéma de Ozu, etc., où c'est très codé. Enfin, tu regardes n'importe quel film de Ozu, tu commences pas à avoir des flashbacks bizarres, trucs psychédéliques. Non, le mec, il est là, c'est carré, la famille, on est assis sur le tatami. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Et donc, là, on a sur les trucs très psychédéliques, surréalistes même. Et donc, je parlais de Suzuki, qui pour le coup, purée, j'ai encore oublié le nom du film que j'avais cité, son plus connu. La marque du tueur ? Ouais, c'est ça. Ultra psychédélique, ultra surréaliste. Et à chaque fois, en fait, t'as ce truc un peu d'arriver dans des autres états de conscience. Voilà, il y a un peu ce truc-là. Après, évidemment, l'aspect politique, central. Donc, très souvent, on retrouve des références aux manifestations des jeunes, de la jeunesse. Et donc, vu qu'on parle de la jeunesse aussi, de tous les problèmes liés à la jeunesse à ce moment-là, et donc de l'éveil sexuel, de la libération sexuelle. En fait, tout va un peu de pair, quoi. Enfin, c'est un peu, ça va un petit peu ensemble. Mais ouais, le côté politique, il est central. En tout cas, chez quelqu'un comme Oshima, c'est que des films avec un fort sous-texte politique, quoi. Tu penses que c'est politique parce que c'est des gens qui ont été entre guillemets éduqués, on va dire, à ça, ou est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu copier la nouvelle vague française? Non. Okay. Oshima, je te disais, c'est un gars du coup qui a été très politisé, mais c'est une personne un peu bizarre, Oshima. Enfin, il a leur manifestation avec, je crois, ses tenues en soie ou en lin. Enfin, le gars était un peu dandy, mais en même temps très très révolutionnaire. Donc, c'est un gars chelou. Mais lui, comme je te disais, il avait écrit je sais pas si c'est un article ou une thèse ou je sais pas quoi, où il disait que le cinéma, pour lui, ça avait aussi pour but de passer des idées. Et il considérait par contre que c'était ultra frustrant d'être révolutionnaire et de faire du cinéma, parce que tu avais toujours ce truc de mettre en scène des trucs politiques, mais qu'en fait, t'étais bridé, en fait, ça ne se passait pas en plus, quoi. Oui, donc, ça rend pas vraiment compte de la réalité, quoi. Ouais, et puis, c'est un peu compliqué, Oshima, il a dit plein de trucs, mais désolé, c'est peut-être pas très clair, je me perds un peu, mais... je vois où tu veux en venir. Mais c'est intéressant de voir que les années 60... Dans l'art et notamment dans le cinéma, c'est vraiment une explosion d'idées politiques, notamment de gauche, qui explose partout dans le monde, quoi. C'était un énorme renouveau. Après, c'était le mouvement après-guerre. C'est ça. Il y a personne, il y a aucun pays qui n'a pas été impacté par ça dans tous les cas. Donc, c'est normal aussi, tu vois. C'est ça. C'est sûr que je trouve que ça a un peu changé maintenant, quoi. Maintenant, tu vois des films, c'est considéré comme politique alors que. Non, c'est très codifié maintenant. Ou très politique alors qu'en vrai. C'est pas quand tu vois par exemple Justine Triet qui fait un discours à Cannes et elle est considérée vraiment comme une meuf ultra politique, communiste, révolutionnaire et tout. C'est-à-dire à l'époque ça te mettait en scène des attentats terroristes communistes et c'était en mode allez les rouges, on va faire la révolution mondiale. Enfin je veux dire on n'est plus au même stade, quoi. Non, c'est sûr. Après mais c'est au risque qu'au final ça réarrive, tu vois, ce que genre on va dire on n'est pas à l'abri que était genre un énorme incident et que tu vois du coup genre t'as de nouveau un nouveau renouveau en gros de gens qui veulent montrer des trucs qui se passent, tu vois. Ouais, mais c'est pas le même contexte politique, quoi. Non, je suis totalement d'accord. Quand tu vois que
Chris Marker avait fait un film du coup qui retrace un peu tout ça. Le fond de l'air est rouge. Bon, aujourd'hui, le fond de l'air il est pas rouge, quoi. Oui, oui, mais parce que c'est plus le même contexte politique, le même contexte puis t'avais un social espoir à l'époque. T'avais un espoir politique à ce moment-là. Eux, les gens, ils croyaient en la révolution internationale prolétarienne, tu vois. On divague un petit peu, mais je veux non, dire. Mais non, bah non, on parle de la nouvelle vague japonaise, sur le coup, on divague pas. Non, mais je veux dire, non, mais sur le cas aujourd'hui, tu vois. Oui, mais moi, quand je dis on divague un petit peu, c'est pour aujourd'hui, mais genre, en vrai, dans les trucs là, on est plus sur un truc de pré-seconde guerre mondiale dans le paysage politique actuel, tu vois, que de post-seconde guerre, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est sur des trucs un peu binaires, où c'est politique alors que c'est très léger, tu vois. Oui. Ah, bah, c'est sûr. Et voilà. Mais oui. Ça a changé. Et donc, pour reprendre un peu les caractéristiques, du coup, libération sexuelle, je disais. Même chez certains, une représentation un peu du genre, dans Funeral Parade of Rose. C'est un peu une fluidité de genre, enfin, c'est. Même au niveau orientation sexuelle, il y a quand même quelque chose qui... En fait, ils sont arrivés, ils se sont dit, bon, on est dans une société qui est très traditionnelle, avec des barrières normées, tu vois. On va arriver, on va tout péter, quoi. Et c'est pour ça aussi que d'un côté, moi, ce truc un peu, dans certains films, très sexuel provocateur, juste pour être sexuel provocateur, moi, ça m'énerve et ça me fait chier. Mais en fait, il faut le comprendre aussi par rapport au contexte de l'époque, tu vois. T'es dans une société, du coup, japonaise, qui est très prude, très... Enfin, je sais pas les mots qui me viennent, mais vous avez l'idée. Et eux, ils sont arrivés, ils se sont dit, écoute, on va montrer des trucs qu'on n'a pas le droit de montrer, tu vois. Et du coup, ça pousse aussi à aller toujours plus loin et à provoquer. Ouais, voilà. Okay. Après, bon, on connaît le Japon et pays très sage en apparence, mais... complètement fou allié sur tout ce qui est sexuel. Oui. Voilà. Et donc, voilà. Et oui, donc comme je dis, il y a des moments où c'est juste un peu l'impression de juste vouloir provoquer en faisant de l'érotisme et c'est un peu moins intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Le chef de ça, c'est encore une fois Oshima. Hein. Oui et non. Moi, je suis pas spécialement d'accord, pour le coup. Parce que je trouve que Oshima, alors j'ai pas vu... L'Empire des Sens. Voilà, donc évidemment, pour le coup, qui doit sûrement être un truc très provocateur, je l'ai pas vu, donc je peux pas parler. Mais dans un film comme Conte cruel de la jeunesse, alors, pour revenir un peu j'avais envie de parler de la nouvelle vague japonaise, en même temps j'avais un peu peur, parce que j'avais peur que ça soit du coup très sexuel, j'ai la main dans le slip quand je fais mes films, et en fait, que ça me plaise pas du tout. Et Conte cruel de la jeunesse, pour le coup, j'avais très peur. Parce que je me suis dit, il y a vraiment un moment, je regarde le film, c'est juste des trucs porno et c'est pas intéressant. Et en fait, je trouve que pour le coup, Conte cruel de la jeunesse, politiquement, il dit vraiment beaucoup de trucs et c'est ultra intéressant. Enfin, il y a vraiment un fond. Oui, mais et puis, c'est pas porno. Enfin, je veux dire. Alors, je disais pas provocateur dans le sens porno, mais Oshima, c'est un provocateur de tout plein de choses. Quand tu dis qu'il casse les codes, enfin, qu'il veut tout péter de ce format traditionnel totalement. Et tout, Oshima, c'est le provocateur, le chef de file. Totalement. Et il a continué, donc, à la fois, Conte cruel de la jeunesse, mais aussi avec, au niveau sexuel, avec l'Empire des Sens. Ouais. L'Empire des Sens, c'est vraiment 1h40 de provoque sexuel, quoi. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai toujours pas vu. Ça me un peu peur, même si je comprends le contexte dans lequel il le fait, au Japon, quoi. Donc voilà. Mais du coup, dans Conte cruel de la jeunesse, il y a quand même tout un truc. Moi, quand je le vois aujourd'hui, Conte cruel de la jeunesse, pour moi, c'est un film qui critique le couple hétérosexuel, enfin, le patriarcat et l'hétérosexualité. Enfin, pour moi, c'est juste ça. C'est la violence hétérosexuelle et patriarcale la violence de A à Z couple, et qui est montrée, quoi. Après, il y a ce truc dans la nouvelle vague japonaise. Dans beaucoup de films, tu vas avoir des viols. Alors des fois, je suis pas fondamentalement contre le fait de mettre en scène un viol, ça dépend ce que t'en fais et pourquoi tu le montres. Non, c'est vrai. Je veux que tu me fasses regarder. Comment ça, mon ref déjà je suis pas vraiment contre, mais... Non, mais pas contre les viols, je parle de... la représentation cinématographique. Voilà, le viol. Des fois, je trouve que c'est pour choquer, c'est inintéressant et ça amène rien. Des fois, je trouve que c'est intéressant. Mizoguchi, il y a des scènes de viol dans certains de ses films et pour le coup, je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas dans du voyeurisme, tu vois. Et après, il y a des fois où c'est mal utilisé. Imamura, par exemple, il fait des films où aujourd'hui c'est cliché, peut-être à l'époque moins, mais aujourd'hui c'est bon, voilà, où t'as juste des femmes, elles se font violer, du coup elles se révèlent, genre le viol est le tournant de leur vie qui fait qu'elles se révèlent et qu'elles enfin ouais, bon, ça aujourd'hui c'est plus possible, tu vois. Mais bon, on va dire que t'es dans les années 60, c'est différent, et pour eux il y a un côté un peu et puis c'est des trucs qui ont techniquement jamais été
fait ou montré. Donc, Ouais, eux, en fait, ils voient le truc différemment. Pour eux, c'est vraiment montrer ça et se dire, tu sais, il y a un côté qui est différent aujourd'hui où tu te dis, bah non, une personne va pas se révéler par le viol, en mode le viol peut pas être le truc qui est en mode scénaristiquement utilisé pour. Tu sais, ça avait beaucoup été critiqué par exemple dans Game of Thrones. Ouais. Où t'avais des personnages qui en fait tout tournaient autour, bah ils se sont fait violer donc maintenant ça devient des femmes fortes et tout. Enfin, c'est pas possible, tu vois. À l'époque, il y avait ce truc de peut-être un peu réappropriation. Après, ça faut le dire aussi, on est sur un truc qui est complètement masculin. Il y a pas de femme réalisatrice à ce moment-là. Enfin, si, il y avait peut-être Tanaka qui avait fait des films, mais c'est la première réalisatrice. Et dans la nouvelle vague japonaise, autant en France, t'as Agnès Varda. Ouais, t'as pas l'équivalent. Voilà, Agnès Varda. Autant là-bas, autant c'est des communistes, c'est des gauchistes, etc. Mais il y a pas les femmes, quoi. Là, il y a pas les femmes, et tu sens que c'est quand même très patriarcal. Ok. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est des réalisateurs qui ont quand même certaines idées préconçues du couple, ou du coup eux ils font le boulot et la femme reste un peu femme au foyer, ou alors ils ont essayé aussi de. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Honnêtement, je peux pas te dire, j'en sais rien. En fait, je sais pas, donc je vais pas m'avancer. Mais en fait, je sens qu'il y en a qui vont, parce que le viol pour le coup est très souvent dénoncé, tu vois, il est pas montré comme voilà. Mais tu sens que c'est maladroit, c'est pas. Tu vois, il y a quelque chose qui leur manque, tout un truc féministe en gros, qui n'est pas du tout à ce moment-là. Enfin, un peu, mais pas assez, quoi. Tu penses que dans certains films, c'est esthétisé en mode limite c'est glorifiant, on va dire, ou dans tous les cas, ça les dénonce en gros? Sur ceux que j'ai vus, j'ai eu la chance que j'ai pris. Hein. Ouais. C'est pas le cas, c'est pas glorifié. C'est peut-être des fois esthétisé, mais c'est pas glorifié. Ok. Après, bon, on peut critiquer le fait que ce soit esthétisé, mais oui. C'est quand même souvent pour dénoncer quelque chose de la jeunesse, des violences. Donc souvent, c'est pour dénoncer, dans ce que j'ai vu. Je suis pas sûr que ce soit le cas pour tous, tu vois. Dans tous les réals de cette époque-là qui sont après partis dans le roman porno, ouais, c'était plus des chantages. Je suis pas sûr que ce soit... voilà. Ouais, je capte. Mais du coup, je t'avoue que ça m'a pas intéressé, je les ai pas regardés, ces films plus de cette vibe-là, tu vois. Ce que je peux comprendre pour le coup. Donc voilà. J'ai juste quand même une question, parce que tu parlais de fluidité de genre, je crois. Ouais, après j'ai pas vu le film. Non. Ah, c'est un film? Ouais, c'est dans... Tu l'as vu ou pas? Non. Ouais, tu l'as pas vu non plus. Ok, c'est quoi, pardon, le film? Funéral Parade of Roses de Matsumoto. Ah non, je l'ai pas vu. Ouais, parce qu'en fait, je crois que tu suis une personne transgenre, en gros, dans le film. Donc voilà, c'est des trucs qui doivent se japonais à cette époque-là. Tu suis un milieu underground. Ok. Donc voilà. Mais c'était... du coup, tu réponds à ma question. C'est une relecture de Deep. Ok. Mais avec un fils homosexuel qui va tuer sa mère et coucher avec son père. Ah ouais? Au lieu de... Je savais pas, j'ai pas vu. Ok. Au lieu de l'inverse, quoi, de le mythe de Deep. Et je crois que oui, il y a un truc un peu où... Ouais, c'est... Je crois qu'il y a des choses de transidentité. Oui, voilà, c'est ça. Le genre du personnage principal est pas clair, quoi. Ouais. Ok. Enfin bon, voilà, donc il y a quand même plein de trucs qui sont mis en avant que PTTR à l'époque, tu vois pas au zoo. Ça, c'est intéressant parce que le réalisateur de Fleur Pâle, il a fait un film bien plus tard, donc dans les années 80, qui s'appelle L'étang du démon, qui est un film fantastique. Et un des personnages principaux est un des personnages principaux, merci de m'avoir appris, est une femme, mais jouée par un homme. Et en fait, il reprend la tradition kabuki de faire jouer des rôles féminins par des hommes. Et je trouve ça super intéressant la fluidité des genres, encore une fois. Ouais. Il reprend un peu ça, je trouve ça très étonnant. Après, ça, pour le coup, ça vient d'une tradition. Ça vient d'une tradition je sais pas si je suis fan. Oui, mais du coup, je trouve ça intéressant de voir qu'on revient sur la fluidité des genres dans les années 60. Autrement dans les je sais pas comment il le fait dans le film, je l'ai pas vu, donc je sais pas. Là, comme ça, honnêtement, ça me chauffe pas de fou de repartir sur ces trucs-là d'hommes qui jouent des femmes, tu vois. Après, ça dépend. Si ça peut être pour utiliser la tradition qui, pour le coup, avait une vibe très misogyne parce que c'était en mode les femmes peuvent pas jouer et du coup, c'est des hommes qui le font. Non, c'est pas pour. Mais c'est pas pour le réutiliser justement autrement, ça peut être intéressant. Oui, à voir. Il le réutilise autrement, je te le dis tout de suite, pour parler de figures mythologiques, même japonaises, très importantes. Ouais, donc du coup, il n'y a pas vraiment question. Mais il y a une sorte de retour à la fois aux traditions, tout en questionnant le genre. Moi, je trouve ça intéressant. Il y a vraiment une question sur le genre
très vite fait, mais en fait, c'est que c'est mythique et légendaire, tu vois. Il reprend une histoire mythique et légendaire. Donc. Parce qu'en fait, de base, moi, quand je te posais la question, c'était que je me demandais si tu parlais une fluidité de genre dans le genre du film. Ah non, ça oscillait dans plein de trucs. Alors, ou si c'était vraiment le genre, son truc non, propre. Pardon. Et ouais, du coup, t'as répondu à ma question, du coup, mais je voulais quand même juste préciser. En gros. Ouais, non, t'as raison. Moi, ça me fait rebondir sur une autre notion de genre, le genre cinématographique. Du coup, de la nouvelle vague japonaise, est-ce qu'il reste très dans le film dramatique non. Non, enfin, en fait, t'as pas mal de trucs. Déjà, t'as une émergence des films de Yakuza. Ouais. Donc, avec par exemple Suzuki qui a fait des films de Yakuza, mais pas que. Enfin, Shinoda qui a fait Fleur Pâle, qui est un film de Yakuza. Mais t'as aussi des films un peu social-politiques où tu vas suivre des étudiants qui vont organiser des manifestations, des machins. T'as des films aussi qui vont beaucoup suivre la jeunesse, qui vont faire des trucs, enfin, je sais pas, des trucs de jeunes. Enfin, j'en sais rien. Globalement, c'est moralisateur ou c'est vraiment. Non. Ouais, c'est vraiment type nouvelle vague française. Ah bah, c'est pas du tout moralisateur, justement. Il se positionne contre le truc moralisateur du Japon. Je trouve que de ce que j'ai vu, on est dans des trucs où c'est plus difficile à définir un genre, justement, parce que c'est des narrations très déconstruites, des trucs un peu où d'une séquence à l'autre, justement, t'as l'impression de plus ou moins changer de genre, d'avoir des côtés un peu thriller et en même temps des côtés plus drame social et des côtés romantiques. Enfin, c'est assez mélangé. Est-ce qu'il y a un genre qui est très marqué? Je pense à la science-fiction, tu vois. Genre dans la nouvelle vague, on a Alphaville, qui est quand même un film de science-fiction. Est-ce qu'il y a... Ouais, mais c'est une anomalie. Enfin, oui, c'est une anomalie, mais du coup, est-ce que je pensais qu'il y avait ce genre d'anomalie? J'ai pas en tête de film de science-fiction dans la nouvelle vague japonaise. Mais écoutez, si vous nous écoutez et que vous en connaissez... Pas de science-fiction, mais après, tu vois, quand tu regardes, par exemple, Le visage d'un autre... C'est pas vraiment la science-fiction. Non, c'est pas de la science-fiction, mais je veux dire... psychologique bizarre. C'est mais on est un dans peu différent du reste, dans le sens où tu bascules un peu dans du truc un peu... Science déviante. Enfin, ceci dit, t'as dit qu'il y avait pas mal de choses surréalistes aussi. Oui, c'est ça. Non, mais sur moi, c'est plus dans les trucs un peu psychédéliques surréalistes que vraiment... Et du coup, c'est plus par rapport à de l'essai d'image que vraiment le fait de le rendre psychédélique, ou c'est vraiment juste dans... Ah non, mais dans la narration. Ok. Et dans, par exemple, La marque du tueur, je l'ai, de Suzuki, t'as tout un truc avec comme des dessins sur l'écran. Bah, tu sais, un peu toute la scène dans Vertigo où ça part un peu en cacahuète. T'es en mode, c'est pas pareil, c'est pas la même scène, mais t'as un peu cette vibe de qu'est-ce qui se passe, des trucs qui apparaissent sur l'écran, des papillons qui sont dessinés, tu sais, ça part dans tous les sens, ça crépite. C'est pour ça que je t'ai demandé pour Obayashi. Je pensais à ce genre de truc un peu après, Obayashi, des surimpressions, des collages. En fait, j'ai jamais vu le nom d'Obayashi. Non, mais je pense pas qu'il soit rattaché à la nouvelle vague, mais c'était juste en me disant peut-être que ça, il y a des références dans ses films à lui, tu vois, à ce mouvement-là. Peut-être, mais parce que lui, ça arrive un peu plus tard pour moi, c'est plus années 80 si je dis pas de bêtises. House, c'est 77. Ouais. Donc voilà. Mais oui, de toute façon, c'est évident que ça a influencé ce qui arrive après. Enfin, ça a été tellement gros. Et pour le coup, je trouve que Oshima, c'est pas un nom très connu. Enfin, en tout cas en France, c'est pas non plus. Ouais, non, c'est vrai. Quand tu regardes, c'est pour ça que je disais que pour moi c'est beaucoup plus connu avant. Ozu, Kurosawa, Mizoguchi et Naruse, si tu connais un petit peu le ciné, tu connais quoi. Et Oshima, Yoshida et Shinoda, un peu moins. Et Oshima sera surtout connu pour l'Empire des Sens, mais pas forcément parce que les gens ont vu le film. Genre plus par comment on dit. On dit tout le truc autour, quoi. Voilà, le truc autour de l'Empire des Sens. Après, il y a 2-3 titres qui ressortent quand même quand tu commences à t'intéresser un peu au cinéma. Et puis, je pense aussi à l'iconographie de. C'est lui qui a fait Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ah oui, mais c'est beaucoup plus tard. Oui, plus tard. Mais je veux dire pour son nom, tu vois, où il y a David Bowie dedans. Et, oui. Du coup, ça. Mais c'est vrai que je pense pas que les gens rattachent forcément les images, le titre à son nom. Et quand tu dis Oshima, pense direct à ça, quoi. Ouais. Alors que, du coup, c'est une des plus grandes figures du cinéma japonais par ça. Tu vois, on parlait de la deuxième vague, enfin la deuxième nouvelle vague. Quelqu'un comme Kurosawa Kiyoshi, tellement plus connu
que Oshima. Enfin, après, parce que c'est plus récent, qu'il fait encore des films, qu'il est. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Mais Oshima, on disait qu'il était encore vivant. Bon, il a 93 ans, peut-être qu'il peut plus faire. Non, il est mort, pardon. Il est mort à 80 ans. C'est Shinoda qui est vivant. C'est Shinoda. Mais tu vois, Shinoda est vivant, bon, je pense qu'il fait plus de films parce qu'il est un peu vieux. Hein. Ouais. Mais. Ça veut rien dire. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, pas grand monde le cas là, quoi. Des films, mais... bon, voilà. Ok. En gros, écoutez, je pense avoir fait un j'ai une tour. petite Après, des questions. Est-ce que tu parlais du coup qu'il y avait. Alors, du coup, là, c'était du coup parce qu'il y a 2 nouvelles vagues. Du coup, c'était 2 studios qui avaient fait le truc. Est-ce que c'est un peu comme du coup pour l'Italie où t'avais le truc. C'était quoi, les téléphones roses? Ouais. Et je sais plus c'était quoi la deuxième. Les téléphones blancs, mais ouais. Ouais. Genre, est-ce que c'est un peu dans la même idée? Je sais pas, parce que j'en sais rien de ce que c'est que l'Italie. Enfin, en fait, les téléphones blancs, c'était les films vraiment de studios populaires destinés à divertir les gens, quoi. Ouais. Non, c'est pas pareil. Ok. En gros, c'est que t'as eu un renouveau qui a été impulsé dans les années 60 par la Shushiku et du coup par les réalisateurs de cette période-là. Et t'as un autre mouvement qui est arrivé à un autre moment avec d'autres réalisateurs. Et du coup, c'était pas la Shushiku. Je l'ai dit, c'était qui ou pas Oui, t'as dit non, c'est pas la Niketsu. Niketsu. Faudrait que je regarde. J'ai plus les noms des trucs. Mais ouais, non, j'ai plus. Honnêtement, je saurais pas vous dire. Mais bon, de toute façon, c'est pas très intéressant. Je regarde vite fait dans mes petites notes. Vas-y. Parce qu'après, en vrai, j'ai une autre question. Tu peux la poser pendant que je regarde. Parce que du coup, vu que c'est entre guillemets un truc de nouvelle vague, du coup, il y a dû avoir plus d'essais en termes de réalisation, mise en scène, tout ce que tu veux. Mais du coup, c'est quoi les trucs qui ont fait ce que Enfin, personnellement, quand je vois quand je pense à du cinéma japonais, je pense quand même à des trucs genre très plan fixe, des trucs qui tournent pas trop. Ouais. Parce que là, du coup, il y avait des trucs en mode des effets de cam. Enfin, ouais. Après, il y avait des moyens aussi, mais genre, est-ce qu'il y avait beaucoup plus de trucs à la main, ça bougeait beaucoup plus. Ah bah ouais. Okay. Ouais, si je peux me permettre, l'expérimentation visuelle, en tout cas à la caméra, est très proche de la nouvelle vague française. Ok. Alors, expérimentation sonore, je saurais pas te dire exactement, parce que j'ai pas le souvenir. Non, je trouve que c'est plus classique. Je trouve que c'est beaucoup plus classique au Japon, par rapport à un Godard, par exemple. Mais niveau caméra portée, filmé dans la rue et tout, c'est complètement... Et puis montage. Et le montage, oui, complètement très cut. Et encore moins brutal que chez Godard aussi. Non, évidemment, mais après Godard, on est sur un extrême aussi. Ouais, mais on est quand même sur de l'expérimentation dans le même style que la nouvelle vague française. Parce que là, c'est juste, ça me fait penser à un truc qui n'a un peu rien à voir avec le sujet, mais j'ai vu la série Anthracite sur Netflix. Ok, ouais. Bref, mais du coup, c'est série produite française, en gros. Ça a été fait entre Grenoble et... putain, j'ai plus le nom de la vallée, mais en gros, c'est entre les Alpes et Grenoble, en gros. Et en termes de réalisation et d'effets de cam, j'ai trouvé que c'était fou malade. Okay. Du coup, mais vu que personne n'a vu, c'est dommage. Mais j'aurais bien aimé en parler. La petite reco. Ouais. Après, là, je trouve la série très mal écrite pour le coup. Ah. En fait, c'est un peu tout en mode oh, quel joyeux hasard. Oh, quel joyeux hasard. Jusqu'au dernier épisode où ils font attends, mais en fait, on a développé trop de trucs. Faut qu'on finisse tout. Et tout passe en second plan. On rappelle Game of Thrones. Quel enfer. J'ai pas vu Game of Thrones. Ouais. Et voilà. Tu rates pas grand chose. Alors, moi, j'ai tout dit. À vos questions, mes amis. Ou alors à vos remarques. Allez-y. J'avoue, j'ai fait aucun effort sur le fait d'essayer de trouver des trucs qui parlent du son ou de trucs comme ça. Moi, c'est après. Hein. Oui, mais je veux dire, du coup, moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Là, je cherche encore si on a. Mais si, sur le son, on est quand même pas mal sur du prise de son direct. Enfin, t'entends les bruits de la rue et tout, quoi. Tu vois, ce genre de... Tu penses que c'est du direct ou tu penses que ça peut être quand même des trucs rebrutés derrière Je sais pas. Comme j'ai l'image en scène d'un film, je crois que c'est Le visage d'un autre, où il est vraiment dans la rue et il parle. Donc t'entends très bien, tu distingues très bien les paroles, mais derrière t'entends les voitures qui passent, tu vois. Okay. Donc je sais pas si c'est du son direct ou pas, mais en tout cas le son est fait que tu es dans la rue, quoi. Ok. Donc, mais je pense que c'est bien sûr l'héritage de la nouvelle vague française d'aller tourner dans la rue et prendre le son dans la rue, quoi. Alors si du coup tu m'amènes à une question, y a-t-il un thème musical, des musiques, ou est-ce que c'est quand même un truc où c'est oubliable, on va dire, les musiques de ces types de films? Enfin, je pense qu'on va peut-être en parler dans la deuxième partie, mais moi, ce que j'ai remarqué en regardant les films de
Deka et Louis, c'est qu'il y a un côté très américain dans l'utilisation de la musique, avec une utilisation un peu du rock des années 50 en extra comme intradiégétique. Okay. Je pense qu'il y a le truc de... Ça se situe du coup pendant l'occupation états-unienne. Ouais, donc, c'était un peu là, mais complètement. Tu vois les États-Uniens qui se baladent, qui vont dans les... voir les mais du coup, c'est pour ça, je pense qu'on va pas mal en parler dans la seconde partie, parce que le film de Louis, qui est un film très important. Enfin, bon, bref, voilà. Il a une iconographie, des références très américaines, quoi. Ok. C'est un peu la même iconographie qu'on a pu avoir en France aussi dans les années 60, tu sais, très américain, avec le rock qui arrive, en fait. Ouais. Et pourtant, c'est pas vraiment une de leurs... dit comme une de leurs références. Alors, par contre, quand je parlais tout à l'heure, je sais pas si vous devez vous souvenir, c'était pas si longtemps, un peu des balbutiements avant, dans les années 50, des films un peu indépendants, un peu déjà bizarres. Voilà. Eux, par contre, c'était un peu en réponse au film un peu de rebelle avec James Dean et Marlon Brando. Je pensais exactement à ça. Je pensais à La Fureur de vivre. Ben, ça, c'était surtout dans la période avant, du coup, qui a amené ça. Donc, on doit sûrement en retrouver. Mais ouais, La Fureur de vivre, c'est, pour le coup, c'est Rebelle with a Purpose. Et je crois que c'est assez référencé. Et, mais paradoxalement, donc il y a un côté très utilisation de musique assez à l'américaine. Et sur certains films, ça va être très silencieux. Il n'y aura quasi pas de musique, ou alors des sons plus que de la musique. Je pense à La Pendaison de Nagisa Oshima, où il n'y a quasiment pas de musique, quoi. Enfin, c'est très silencieux. Onibaba aussi, donc que tu considères dans la nouvelle vague japonaise ou pas. Mais c'est un film qui est très silencieux, où il n'y a quasiment pas de musique. Ok. Et c'est bien que tu parles de La Pendaison, parce qu'il y avait un truc aussi avec Oshima et les autres de cette époque-là, c'est de mettre le nez du Japon dans leur merde un peu. C'est-à-dire, avant, on parle pas de l'occupation du Japon en Corée, on parle pas du massacre de ce qui s'est passé en Mandchourie, tout ça, tu vois. On va dire, ce qu'a fait le Japon dans la période impériale... on n'en parle pas, quoi. Bah déjà qu'aujourd'hui, ils sont un peu en mode « Quoi ? Non, on n'a rien fait. » Même encore aujourd'hui. Donc à l'époque, voilà, et... Eux, ils arrivaient, ils disaient bon, bah alors on va mettre en scène l'occupation japonaise en Corée, on va parler de ça, on va parler de ci, et puis bah tant pis, tu vois. C'est un peu ce que je parlais, avec le côté provocateur de Oshima, c'est il met les deux pieds dans le plat, quoi. Ah, mais c'est. Ouais. C'est genre, il a un pavé dans la main, il y a une mare là-bas, et il lance le pavé, tu vois. Et du coup, c'était des films qui étaient du coup genre super mal accueillis. Politique, par des gouvernements en gros. Ça, honnêtement, je sais pas. Ok. Parce que... Ou par les critiques même. Peut-être que les critiques c'était plus accessible à trouver, non? Ça devait sûrement être des étudiants de gauche ou des trucs un peu de Après, je sais pas s'il y a une telle... je m'y connais pas très bien, mais s'il y a une telle culture de la critique au Japon, comme il peut y avoir en France, et même dans les autres pays de manière générale, à part les États-Unis, tu retrouves moins cette importance historique des critiques dans la manière dont sont portés les films. Oui, et puis Oshima, quand il fait des critiques, il les écrit au cahier du cinéma, toi. Ouais, voilà. Ouais, mais moi, je voulais plutôt le dire en mode critique. La censure, elle est genre omniprésente, du coup, dans ces... Comment dire ? Genre en mode, tu m'avais dit, il y avait un film, ils l'avaient fait sauter, en gros, parce que genre il y avait trop d'ampleur politique derrière, tu vois. Du coup, est-ce que c'était pareil pour ce genre de film, ou est-ce que c'était, vu que ça a été produit par des locaux, entre guillemets, c'est ok, tu vois? J'arrive pas à m'exprimer correct. Par rapport au film sur la Corée? Enfin, sur ce ouais, par exemple, un genre de film-là, ou même... Je sais pas. Okay. Je peux pas te dire. Attends, je veux dire un truc, j'ai oublié. Mince. C'est quoi la phrase que t'as dit, déjà? Ça produit par des locaux. Non, avant. Que t'avais un film qui avait été censuré. Parce que il avait trop d'ampleur par rapport Nuit et brouillard au Japon. Je parlais de Nuit et brouillard au Japon, qui a été retiré des. Oui, mais Nuit et brouillard au Japon, honnêtement, faut le voir. C'est un film ultra dense, ultra compliqué, mais sur la forme. Il aime trop faire ce truc de. Il y a des gens qui parlent et le fond est noir, complètement noir.
Je sais pas si vous voyez un peu ces vibes-là. Tu vois que les personnages, il y a que le fond noir, un peu comme dans la pénombre et tout. Et tu vois des zooms, des machins, des trucs et tout. Franchement, c'est trop stylé. Moi, j'ai vraiment kiffé le film. Même s'il est assez dense, c'est assez compliqué. Tu as l'impression qu'il te faut un master en géopolitique et en politique intérieure japonaise pour arriver à tout comprendre, tu vois. Ça tombe bien que t'es un master d'histoire déjà. Ouais, mais du coup, pas de géopolitique et pas lié au Japon. Mais franchement, c'est ultra... Pardon, je arrête pas de tousser, mais... Bon, voilà. Donc voilà, je voulais dire un truc que j'ai complètement zappé, mais c'est pas très grave. Ouais, désolé. Parce que je me demandais du coup si... Enfin, j'ai quand même l'idée où du coup les dirigeants en gros ils avaient genre vraiment une grosse mainmise sur, tu vois, les images du coup, et que genre du coup il y avait peut-être beaucoup plus de censure parce que c'était des trucs qui étaient quand même à contre-courant et du coup très politisés contre ce qu'ils proposaient, tu vois. Ouais, après à ce moment-là, je pense que ça faisait surtout chier les États-Unis. Ah ouais, tu penses? Ouais. Ok. Je pense que ça faisait. En fait, je pense que ça faisait chier tout le monde. Mais surtout beaucoup les États-Unis. Attends, t'es en période de guerre froide, t'as le bloc soviétique et t'as les gars qui arrivent et qui te font des films anti-impérialistes et révolutionnaires. T'es en mode, attends, t'imagines, les États-Unis, t'inquiète pas qu'ils sont restés parce qu'ils avaient pas envie qu'il y ait une révolution communiste au Japon, tu vois. Ouais. Donc eux, ça les faisait chier. Je pense que ça faisait chier des Japonais parce qu'il y avait une critique de l'impérial, de tout ce qui est impérial japonais. Alors je sais pas si à ce moment-là ils avaient fait un petit peu leur autocritique de ça, mais en sortant de la guerre, à mon avis, sortant de la guerre ça fait longtemps on va dire, mais à mon avis ils ont un peu le seum d'avoir perdu et je pense que je sais pas quelle était leur vision de l'empire à ce moment-là, mais je sais pas trop. De toute façon, c'était des films qui étaient à destination des jeunes, c'était des films qui étaient. C'était pas les films qui étaient regardés par les vieux anciens fascistes japonais, tu vois. Ok. Mais du coup, sur les décors dans les films, c'est du post-guerre, mais c'est quand même un peu après. Il y a pas l'idée de reconstruire ou de trucs un peu défoncés. C'est quand même bien après, c'est dans les années 60. Hein. Ouais, mais je veux dire, techniquement, ça arrêté en 45, tu vois. Ah ouais. Ouais, mais le Japon est déjà quasi reconstruit. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça que je demande justement si. Ok. Après, il y a des questionnements autour de ça. Je pense notamment au visage d'un autre, avec l'histoire parallèle. Ouais, je me souviens plus tellement du film. C'est très longtemps que je l'ai vu, mais oui. Ok. Voilà. Après, donc, du coup, à ce moment-là, avec tout ce qui se passe, pour un peu faire sur ce qui se passe un petit peu après, déclin des gros majors qui galèrent parce que du coup il y a une effervescence des studios indépendants qui arrivent à ce moment-là, et puis surtout la télévision. Donc c'est très compliqué, ils essayent. De toute façon, la nouvelle vague, comme je dis, pour les studios ça dure pas longtemps, ça dure 2 ans et puis c'est fini, et eux ils se disent bon on repart sur nos mélodrames, on repart sur nos films historiques, on repart sur ce qu'on sait faire, donc ils repartent là-dessus, ok. Sauf que c'est la télé qui arrive et c'est dévastateur, tu vois. Et du coup, on a des studios comme la Nikatsu qui à ce moment-là se disent bon on va mourir. Et tu sais pas pourquoi, ils créent du coup le Pinkwaiga, roman porno, et qui arrive à survivre grâce à ça, tu vois. Alors après, je trouve ça, voilà, mais c'est critiquable. Je suis pas fan de ce genre-là, loin de là. Mais du coup, voilà, ils ont réussi à survivre grâce à ça, tu vois. Okay. Il y a beaucoup du coup de réalisateurs après qui font leur arme par ces films-là. Donc c'est des films qui ont formé beaucoup de gens, et beaucoup de grands réalisateurs qui ne font plus du tout ça, mais plus rien à voir, ont commencé en faisant du Pinkwaiga parce que c'était un peu le truc qu'il fallait faire, quoi. Qu'il fait à la chaîne, et tu vois. Ok. Donc voilà. Ok. Je pense pas avoir plus de questions, honnêtement. Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, j'espère que j'ai été clair et pas trop décousu. Parce que... Non, après, on t'a peut-être beaucoup coupé pour des questions, donc ça a peut-être un peu divagué, tu vois, mais je pense que c'est pas non plus trop décousu pour le coup. Après, je mettrai toutes les sources parce qu'il y en a pas mal, mais pour en citer vite fait des trucs. Il y a le livre Le cinéma japonais de Max Tessier, donc actualisé par Frédéric Monvoisin, où il y a tout un chapitre sur la nouvelle vague japonaise. Il y a 2 podcast sur France Culture
les deux par Stéphane Menildo. Pardon, je sais plus si c'est deux ou du. Excusez-moi, monsieur. De Menildo. Donc voilà, qui sont donc un qui est plus sur Fleur Pâle, et donc il fait 1 heure, et l'autre qui fait 30 minutes. Donc il parle aussi de la nouvelle vague japonaise. Il y a beaucoup de sites internet qui prennent un peu des infos à droite à gauche et qui fait des trucs sympas, dont un que j'ai beaucoup utilisé, qui est le site Cinémasie. Bon, bah, voilà, pas plus que ça. Tu connais ? Oui, je connais. Non, c'est bien. Ok. Donc voilà, et eux, ils mettent en source le cinéma japonais par Sato Tadao et 100 Years of Japanese Cinema. Donc voilà. Donc en fait, parce que même avant de préparer l'épisode, j'avais envoyé directement un message à Stéphane de Menildo pour lui demander bonjour, est-ce que vous avez des sources Et sa réponse a été non, il va falloir regarder à droite à gauche. Exactement, je vais vous dire exactement même ce qu'il m'a dit. Bonjour, merci pour votre intérêt. Bon, ça c'est parce que voilà, j'ai un peu saucé avant. A raison. Malheureusement, il n'existe pas de livre lui étant spécifiquement consacré. Il faudra glaner les infos sur Internet, dans un livre sur Oshima, Wakamatsu. Donc Wakamatsu, j'en ai pas parlé. C'est un peu plus la vibe. Voilà. Okay. Ou dans le livre de Mathieu Capel, Évasion du Japon. J'avoue que je n'ai pas pris ce livre. Et sinon, il y a un livre, mais par contre, qui n'est que en anglais, que j'ai commandé, reçu, mais pas ouvert. La préface. Qui s'appelle, alors attendez, parce que j'ai oublié le nom exact, je vais vous le sortir de ma besace. Fais attention, tu es en train de défoncer tous les câbles qui permettent à ce micro de fonctionner. Alors, le livre, il s'appelle... Oh oui, le livre. Eros plus Massacre, une introduction, an introduction to the Japanese New Wave Cinema. Pardon, j'ai le nez pris, c'est compliqué. De David Besser, qui pour le coup part de Night and Fog, Nuit et brouillard au Japon. Je l'ai dit en anglais parce que je l'ai lu en même temps. Pas pour faire le prouver. Et pas du coup de conte. Cruel de la jeunesse. Voilà. Après, je pense qu'il en parle, mais du coup, voilà. Et qui parle aussi de Eros plus Massacre. Qui a l'air d'être. En fait, c'est un film qui fait la biographie d'un anarchiste, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, et qui, du coup, met Eros plus Massacre. Donc, c'est-à-dire que c'est un film dans lequel il y a tout un côté sexuel, mais aussi massacre un peu violent. Donc, il y a un peu les deux. Je ne l'ai pas vu, honnêtement. Et le problème des films, du coup, de la nouvelle vague japonaise, c'est que, honnêtement, tant que je les ai pas vus, j'ai pas envie de les vendre. Okay, voilà, je préfère tu vois, avoir mon petit attends, j'ai de l'eau dans ton verre parce que j'ai le mot qu'en anglais, mais seal of approval, tu vois, sur le truc saut d'approbation, voilà. Dessus, parce que il y a un monde où je dis truc ultra central, allez le voir, et en fait c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est juste un film. Je préfère. J'avais un peu les mêmes a priori aussi, par exemple, avant de voir Conte cruel de la jeunesse. Mais pareil. J'avais lu le synopsis, je fais vas-y, j'ai pas envie de voir ça, tu vois. Ah, mais pareil. Et puis je me suis mis, j'ai sauté dans le bain, et puis voilà quoi. Peut-être avec les refs de tes recherches, ça pourrait être pas mal de partager les listes Letterboxd que tu avais fait. Parce que même s'il y aura la liste du podcast comme d'habitude, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas citées. Et moi, je trouve que comme il y a ce truc un peu flou sur la périodicité de la nouvelle vague japonaise, sur les films qui rentrent dedans ou pas, ça peut être pas mal d'avoir un peu une liste qui dit ça c'est de la nouvelle vague japonaise, tu vois. Sinon, on se dit que les 20 premiers films de la liste qu'on va sortir, ça sera ceux que j'ai choisis. Ouais, on peut les reprendre pour les mettre dans la liste. En carrément. fait, ça va être un peu ce qu'on a dit, parce que ça va être des films d'Oshima, enfin de tous ceux qu'on a cités. Ouais, mais il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas cités dans ta liste. Là, je regarde. On n'a pas cité les films, mais on a cité les réals. Ouais. Par exemple, voilà, vous pouvez le retrouver dans la liste. Cochon et Cuirassier d'Imamura, qui est un peu un incontournable, mais j'ai pas vu, donc vous savez ce qu'on fait. Des films que je n'ai pas encore prononce pas. Je ne me prononce pas. En tout cas, je ne me prononce pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'intéresser. C'est intéressant de s'intéresser à cette période-là du cinéma japonais, parce qu'effectivement, ce qui en ressort quand on parle de cinéma japonais en général, c'est souvent les mêmes noms, la même période. Et là, c'est une sorte de vent de fraîcheur. Enfin, moi qui aime beaucoup le cinéma japonais, là, j'ai eu une totale découverte de ce mouvement, et c'était un vrai vent de fraîcheur, trop bien, quoi. Je trouve qu'il y a un creux, quoi. Enfin, c'est un peu une période qui est un peu... On parle d'avant,
Et on parle d'après. Et on parle d'après. Exactement. Alors après, parce que c'est un peu plus contemporain et du coup, il y en a beaucoup qui font encore des films. Mais ouais, quand on parle. Et peut-être justement, on parle d'avant et d'après parce que là-dedans, un film sur deux, t'es en mode. Je peux pas trop t'en parler, tu vois. Je sais pas, parce que tu vois, autant je dis ça, mais pour l'instant, tous ceux que j'ai vus, j'ai jamais été en mode. Oula. J'ai toujours été agréablement surpris du fond et de ce qui était dit, même si bon, il y a toujours des petites réserves. Pour l'instant, voilà. Donc ça se trouve, en fait, je suis juste un con qui est en train de faire le. Voilà. Et en fait, c'est pas le cas, mais je préfère. Après, je trouve qu'il y a un truc pas négligeable, c'est que c'est une période qui est peu exportée en Europe. Les films d'avant, Mizoguchi, Ozu, t'as des distributeurs de patrimoine qui remettent à l'honneur des rétros, des coffrets Blu-ray et tout. Les trucs un peu plus récents, Kurosawa, les Imamura des années 70-80 et tout, pareil, c'est pas mal accessible. Alors que là, je vous avoue que c'était hyper galère pour pouvoir voir les films. T'as la Criterion Channel qui en a pas mal, mais qui est du coup une plateforme américaine. Pour se trouver sur des supports français, c'est hyper galère. Il y a très peu de films qui sont édités en Blu-ray parmi ceux-là, très peu de films... Comment ça, il y a eu l'Empire des Sens là, qui est sorti chez Carlotta. Oui, c'est vrai. Oui, peut-être que ça va arriver, parce que mine de rien, il y a quand même une certaine hype du cinéma japonais chez les jeunes cinéphiles, tu vois, donc j'en sais rien. Après, peut-être qu'il y a aussi des galères de droits, d'acquisition dont on n'est pas au courant. Parce que, tu vois, je pense que des films comme Death by Hanging et tout, c'est des trucs qui se... chez un certain public, peut-être parisien, tu vois, mais qui se vendraient hyper bien. Qui a été édité déjà par Carlotta en DVD. Ah, bon, bah, autant pour moi. Bon, bah, voilà. La pendaison, ouais. Ok, bon, bah, voilà, il y en a. Conte cruel de la jeunesse aussi. Conte cruel de la jeunesse aussi, ouais. Carlotta, si je dis pas de bêtises. Non, ça m'étonnerait pas que ce soit... Donc tu vois, c'est genre le premier, celui qui a fait le plus polémique. Fleur Pâle a été édité du coup il y a récemment. C'est quand même les... Mais c'est les plus connus. C'est oui, tu vois, il y a 2-3 plus. titres, mais globalement, si on veut aller se faire une idée un peu plus globale de la période, je trouve ça dur de trouver les films en accès mais complètement. légal. J'entends. Bien sûr. Évident. Ok. Je pense que, sans parler de légal, je pense que quelqu'un qui ne parle pas anglais peut les trouver avec des sous-titres français en DL. Bah, bonne chance. Ouais. Donc, voilà. Écoutez, ça. Je vous propose... On passe au film qu'on n'a pas choisi, puis qu'après on aille manger. Allez. Ouais. C'est mon ventre qui vient de gargouiller. Qui veut commencer? Moi, je veux bien, ça va être hyper rapide. Vous avez galéré à trouver des films? Bah, moi, un peu, parce que généralement, j'essaye de trouver des films en dispo légal, et là, j'en avais pas. À part en Blu-ray, mais des Blu-ray que j'ai pas pour le coup. Aucun en dispo légal? Dans tout ce que j'ai regardé, il y en avait aucun en dispo légal SVOD. Combien? Quoi? T'en as regardé combien? Non, j'en ai regardé pas mal en vrai. Parce que sur Letterboxd, tu sais, tu peux mettre un filtre. Regarder. Enfin, dans quel sens? Ah non. Visionner, en fait, quoi. Quand je cherchais mes films à choisir, je cherchais aussi des films à voir que j'avais pas encore vus et à voir sur des plateformes légales. Ouais. Et il y en avait pas. Ah, ok, mais moi j'avais compris tous ceux que t'as regardé dans le sens, t'as vu le film. Ah non, j'en ai pas vu tant que ça. Tous ceux qui t'ont intéressé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, j'étais très intéressée par La Pendaison, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Et de toute façon, il y a un Oshima qui a été choisi, donc tant mieux. Ça m'intéresse de le voir. Tu l'as vu, toi, Louis? Pardon, je te coupe. Oui. Mais j'ai vu des gens qui ont dit que c'était un film très raciste contre les Coréens, et j'ai vu des gens qui disent que du coup, c'est l'inverse. Et que du coup, c'est vraiment une... Oui, moi aussi, j'ai vu des ressources comme quoi c'était xénophobe comme film. Mais du coup, ça m'intéresse, parce que le but, c'est quand même de mettre en lumière l'occupation japonaise en Corée. Mais peut-être qu'il le fait avec des relents racistes, ce qui est possible aussi. Écoute, ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais pour moi, j'ai pas eu cette impression que c'était raciste envers les Coréens. Ou alors c'est les personnages japonais qui sont dans le film qui sont racistes envers effectivement le personnage coréen. Mais moi, je l'ai vu surtout comme un film anti-peine de mort, quoi. Oui. Parce que pour ceux qui savent pas, la peine de mort est toujours comment dire. Encore aujourd'hui au Japon, il y a toujours la peine de mort. Dans les faits et dans la pratique? Dans la pratique, je crois que ça a plus été fait depuis peut-être les années 2000. Ouais, ce qui est pas si vieux. Ce qui est pas si vieux, mais je crois que c'est toujours le cas, même de les années 2000, puisque une des plus grosses exécutions, ça a été
le gourou de la secte Home dans les années. Ah ouais, le truc au sarin là. Au gaz sarin et tout, et il a été condamné à mort et il a été exécuté, je crois, dans les années fin 90, début 2000. Ouais. Ok. Après, aux États-Unis, c'est toujours en vigueur aussi. Dans certains États. Bref. Oui, et du coup l'autre film avec lequel j'ai hésité, que pour le coup j'ai vu, c'est La Femme des Sables de Teshigahara, qui est vraiment un excellent film. Quoi ? Je l'ai pas vu, j'ai trop envie de le voir. Ouais, bah c'est vraiment magnifique comme film, et ça concentre un peu tout ce qu'on a raconté sur la nouvelle vague japonaise, les expérimentations formelles, la dimension politique en toile de fond, le rapport un peu étrange à la sphère sexuelle, avec un côté captif, bourreau, un peu bizarre, quoi. Et visuellement parlant, c'est incroyable. Mais j'ai choisi un autre film de Teshigahara à la place, où j'avais plus de choses à dire que je trouvais intéressantes. On aurait pu faire le truc simple de prendre un film de Shinoda, d'Oshima et de merde, je sais plus lequel j'ai pas dit. Bon, ouais. Voilà. Et en fait, on a quand même un peu pris sur le côté, quoi. Enfin, au moins l'un de 2 sur 3. Bah oui, mais c'est bien. Non, mais c'est très bien justement. C'est cool. Moi, je suis très content de notre sélection. Je trouve qu'elle est assez hétéroclite. Ouais. Moi, j'ai galéré à choisir effectivement un film, mais en fait, c'est parce que comme c'était un mouvement que je ne connaissais pas, je me suis plongé dans la découverte de ces films et de ce mouvement. Et à chaque fois que je regardais un, c'était un banger. Okay. Donc c'était un peu compliqué à choisir. Donc j'ai hésité entre Fleur Pâle de Shinoda, si je dis pas de bêtises. Oui. Onibaba, donc de Kaneto Shindo. Merci. Qui est très très bien, Onibaba. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi le coffret qui est sorti il y a pas très longtemps. Ah, il est sorti ? Onibaba. Ah oui, et Kuroneko. Et Kuroneko, ouais. Ah bah faut que je l'achète alors. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est un film un peu fantastique. C'est Potemkin, je crois qu'il a. Il y a un brin de fantastique, donc c'est intéressant de voir aussi que la nouvelle vague japonaise a fait un autre genre. Pour Onibaba, si ça vous intéresse, je vous envoie quand même à notre épisode sur les fantômes. Oui. Dans lequel je crois que j'en parle un peu. J'allais y venir. Ouais. Voilà. Ah pardon, excuse-moi. Effectivement, c'est un peu côté fantôme japonais qui est très intéressant, très très cool. Moi j'ai adoré ce film. J'ai hésité entre, du coup, La Pendaison, dont on a déjà parlé, Concernant Shindo, t'as vu Kuroneko ou pas ? Non, je l'ai pas vu, parce qu'on m'a un peu réfréné dans mes achats de DVD à ce moment-là. Donc, j'entends. Il y avait les 2 heures DVD et j'avais déjà une petite pile sur moi. Donc. Mais Carlotta, ils ont pas un truc où tu peux voir leurs films en ligne ? Ils ont une plateforme, de SVOD. Ouais, après, le catalogue est pas forcément le même que... Voilà. Mais ils ont, c'est une plateforme qui est notamment accessible aux membres Premium Club Carlotta. D'accord. Donc je reviens. La Pendaison, du coup, dont on a déjà parlé, de Oshima. C'est un autre film avec lequel j'ai hésité, qui est excellent, mais très 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 dense. Genre il y a beaucoup de choses dedans. Il dure pas longtemps, il dure 1h40 je crois. Enfin, c'est vraiment pas long. Mais j'avais l'impression d'avoir. Je suis sorti du film, j'avais l'impression qu'il durait 3 heures. Ah, ok, je vois. C'est souvent ça. Hein. C'est très dense, mais c'est super intéressant. Enfin, tu n'as même pas toutes les clés pour comprendre vraiment tout. C'est assez génial. Et j'ai hésité du coup aussi avec un autre Oshima qui est L'Empire des Sens. Ah ouais ? Ouais. Qui est très dense aussi, qui dure 1h40. Et j'avais pas forcément envie de te mettre 1h40 de sexe. Il dure 1h40 ? Il dure 1h40. Il dure pas longtemps. Moyen chaud aussi, hein, pour le coup. Et en vrai, c'est super intéressant, mais c'est épuisant. Genre vraiment, c'est épuisant de ouf. Ok, je vois. Mais c'est pas la vibe un peu qu'on disait qui attire à moins, enfin en tout cas qui. Il y a un peu de ça, mais en fait tu sens qu'il est juste là pour la provoque, quoi. Ouais, mais du coup il y a moins un fond derrière, quoi. C'est plus faire pour faire, quoi. Il y a un fond quand même un peu derrière, mais tu sens Oshima, c'est vraiment, il met le pavé dans la mare. Enfin, il est très provocateur. Donc du coup c'est pas inintéressant. C'est Elie Bertin du coup de Super. Bertin, ouais. Oui, pardon. Qui a fait une super review Letterboxd sur l'Empire des Sens, où je vous invite à aller la voir, qui est, je trouve, très intéressante, où il dit exactement ce que je pense du film, où à la fin on est épuisé. Ok.
C'est que j'avais rien compris, je crois que t'avais dit c'est Libertin. Non. Après, je dis non, Bartin, je me dis ah ok, donc c'est Élie Bartin. Et voilà. pour le coup, il est dispo sur Mubi et il y a aussi l'Empire de la Passion, Que je n'ai pas vu. qui est aussi de Oshima sur Mubi. Et du coup, voilà pour les films que j'ai vus, au moins avec lesquels j'ai hésité. Ok. Et toi, Deka? Ah oui, mince, j'ai quitté ma page pour aller voir la review des Libertins. Attendez. Alors, j'ai hésité avec Conte cruel de la jeunesse, qui m'a mis une grosse claque, parce qu'en fait, le truc, c'est passé quand tu regardes un film en pensant que ça va être cringe, et que t'en retires quelque chose d'assez intéressant, c'est cool. J'ai aussi hésité avec Nuit et brouillard au Japon, parce qu'incontournable, mais... Enfin, trop dense, trop compliqué, trop gros, je sais pas, c'est... Mais pas de sexe. Ah si, il y a du sexe un petit peu. Et alors, quoi d'autre? J'ai hésité avec... un Suzuki, en fait, étonnamment. Enfin, je sais pas lequel, parce que techniquement, j'ai pas aimé. Mais techniquement... Il y a un petit truc Putain, j'ai trop kiffé, en fait. Ouais, Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Du coup, je me suis dit... Ce serait pas mal d'avoir un film de Yakuza et puis un Suzuki et tout. Enfin, tu vois, alors, tu sais quoi? Je pense qu'il doit y avoir des sources là-dessus et que c'est fait. Mais je suis sûr à 100% que Tarantino a tout volé à Suzuki. Pas tout, mais en tout cas, je pense qu'il a volé beaucoup. De toute façon, c'est un bandeur de cinéma japonais. Oui. Et je pense que Suzuki doit être dans la liste parce qu'il y a vraiment des vibes où t'es en mode. D'accord. Okay. Tu sais que je crois que vraiment tu vas juste sur YouTube, tu mets Tarantino Stealing Movie et t'as vraiment des vidéos de 1 heure en fait de juste deux films l'un à côté de lui, le Tarantino et les autres, et c'est les mêmes plans. Et je pense que je suis en train de dire un truc genre du domaine commun que tout le monde sait, tu vois. Enfin, les gens qui savent. Personnellement, non. Non, mais que les gens savent. Mais je suis persuadé qu'il y a du Suzuki dedans. Enfin. Ok. Et puis c'est des films. Pardon, excusez-moi, je sors d'une maladie. J'ai un peu du mal des fois. C'est des films noirs aussi. Suzuki. C'est considéré comme des films noirs. C'est dans la période du noir ou c'est genre. Le noir à proprement parler, c'est américain. Donc, Ouais, mais je veux dire, c'est dans la période aussi américaine du noir ou c'est genre juste ça y ressemble? Non, les films nord-américains, c'est années 30-40. Donc, ouais, c'est okay. Noir. Hein. J'étais pas sûr. D'ailleurs, t'as une grande partie de la nouvelle vague japonaise qui sont des films noirs, pour le coup. Ok. Donc voilà. Moi, c'est surtout ça. Hein. J'ai pas hésité sur d'autres trucs. En fait, je dis que j'ai hésité, mais la vérité, c'est que le film que j'ai vu, ça a été un tellement gros coup de cœur que j'étais quasiment sûr que ça allait être ça. Et la seule hésitation qui a été, ça a été avec Louis, parce que finalement, on savait pas lequel de nous deux prenait un film ou l'autre. Donc, ok. Voilà. Ok. Écoutez, très bien. Je crois qu'on l'a tout dit. Je crois. Oh là là, j'ai oublié comment on fait la fin. On clôture. On a peut-être des réseaux et on peut nous retrouver. Ultra actif, pas du tout. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram, à @Studio7pod et sur Letterboxd, Studio7, dans lequel on publie des listes. Donc vous aurez, comme d'habitude, la liste de cet épisode avec tous les films qu'on a cités et les films que vous allez nous proposer. Si certains en proposent, parce que des fois... Proposer des films. Des fois, c'est un peu triste. Et donc, je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont proposer sur ce thème. Ah ouais? Non, on sait pas. Ouais, soyons optimistes. Les petits weebos, ouais, c'est vrai, quand on les lance, ils y vont. C'est vrai. T'inquiète. Les weebos, si vous nous écoutez, allez-y. Ouais, on verra bien. Et donc, le podcast est associé à l'association... Oh purée, je viens de penser à un truc. J'ai fait les hallucinations collectives. J'étais censé faire un retour au début. Ah ouais? Ouais, le problème c'est que en fait ça fait 3 mois quoi. Donc tu voudrais quand même le faire ou pas? Parce que je viens de penser à ça, que j'étais censé faire un retour. Mais cut à ce moment-là. Où je dis pardon. Mais... donc voilà, j'étais censé vous faire un retour de Cannes, malheureusement je suis tombé malade, donc je m'excuse auprès de ceux qui attendaient tout plein d'épisodes à Cannes. Peut-être l'année prochaine si tout se passe bien. Si c'est pas, non, tu l'as rien fait l'année dernière. J'ai un peu l'impression que tes cannes, c'est des petits trucs un peu maudits. Genre, j'ai l'impression que aucun de tes cannes ne s'est déroulé comme tu voulais. Si, le dernier c'était très bien. Enfin, l'avant-dernier, du coup, maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant. J'ai souvenir que t'avais beaucoup pioncé, parce que t'étais fatigué de ouf. Non. Ah ouais? Non. Ça, c'était il y a 2 cannes. Enfin, l'avant-avant-dernier. Ok, j'ai dormi tout le temps. Mais le dernier, enfin, l'avant-dernier, du coup, j'ai dormi que devant un film que tu as vu. Showing Up. Ah ok. Non, ça c'était à 2 cannes.
Un film que j'ai vu. Ah bah si, c'était mon premier Cannes, Chewing Up. Chewing Up, c'était l'année dernière. Non, c'était mon premier Cannes. Non, Chewing Up, il était en 2022. Il est sorti à super. Il est sorti bien après. Il est sorti à Cannes en 2022, mais il était distribué en France en 2023. Oui, parce que je l'avais vu avec Ulysse. Ok. Donc avec Ulysse, c'était mon dernier film que j'ai vu sur la première fois que je suis allé à Cannes. Ok. Ouais. Ah non, en fait je sais pas. Ouais, si, bah je suis sûr. Non, j'allais dire les Banshees d'Inisherin, mais non, en fait du coup, c'est pas lui que t'as vu à Cannes. Non, c'est un film que t'as adoré. Ah ouais. C'est Asteroid City. Ah, waouh, quel bon film. J'ai dormi. Voilà. Ouais, je comprends. Passons. Donc voilà, je crois que je l'ai dit. Enfin non, je l'ai pas dit. Le podcast est associé à l'association Super 7. On vous invite à aller sur le site super7.fr. Voilà, vous verrez tout ce qu'il y a à voir. Ouais. Et puis sur ce, je crois que j'ai tout dit. Puis je vous dis, alors je sais pas quand, je sais pas si ça sortira la semaine prochaine parce que bon, quitte à sortir un épisode tous les 3 mois, peut-être un petit peu d'écart, on verra. Ouais, il faut le temps que j'ai regardé les films aussi. Et tout. Ouais, et puis on sait pas quand est-ce qu'on reviendra pour un nouvel épisode. J'avoue que là, on est un peu parti en mode ça sort quand ça sort, donc désolé. Mais bon. C'est difficile de gérer ton emploi du temps sur des vies aussi différentes là pour le coup. Ouais, puis c'est pas que sur l'emploi du temps, la vérité, c'est que je regarde très peu de films en ce moment. Oui, même pour ça, en vrai, soyons honnêtes et parlons un peu du podcast là. On aurait dû enregistrer il y a 1 mois et demi. Ouais. À chaque fois, on a eu des contretemps de fou. Oui, c'est vrai. On a quand même des emplois du temps qui se concilient très très mal dernièrement. Ouais, c'est compliqué. Du coup, voilà quoi. On espère que vous ne nous oublierez pas. Ouais. Que vous soyez toujours là à nous soutenir et à nous écouter. Mais on comprend que quand on sort un épisode par semaine, c'est quand même plus facile d'avoir une routine et d'écouter que quand il y en a un qui sort tous les 6 ans et puis on n'est pas fait le dupe qui sort un truc et que on n'est pas fait le dupe tout court quoi. On n'est pas fait le dupe. Non, malheureusement. Mais voilà quoi. Et écoutez, dans je sais pas quand. Ouais.